Ravie de vous voir aussi nombreux pour ce débat sur la justice, 2 heures de débat autour de la justice. Vous n'étiez peut-être pas parmi nous, ni derrière vos écrans le 25 janvier dernier. Nous étions les mêmes à quelque chose près, un peu plus nombreux, un peu plus au sud aussi, du côté de Nice, pour une journée durant laquelle on a challengé des experts sur les défis auxquels la justice fait face en ce moment. Alors autour de la table, il y avait des magistrats, il y avait des avocats, des associations de justiciables aussi, des journalistes, des universitaires et des spécialistes des réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien parce que rendre la justice en 2025 est peut-être devenu encore plus compliqué qu'avant, avec notamment l'exposition médiatique intensifiée par la mise en ligne des informations ou des fake news, ça dépend. Alors comment faire pour essayer de retisser finalement les liens entre la population et le monde judiciaire ? Comment éviter aussi que les discours populistes ne viennent faire le lit de ce que l'on a appelé le tribunal populaire ? Quelles sont aussi les raisons du divorce et comment peut-on agir ? Comment peut-on réparer ou essayer de réparer ? Il nous est apparu 3 grandes urgences. Je vais vous les donner et puis après je vais vous présenter ceux qui sont à mes côtés. La nécessité de lutter contre le sentiment d'impunité qui est quelque chose d'assez fort aujourd'hui dans la société. Ça va de pair avec la deuxième idée qui est de restaurer ce fameux lien de confiance qui est aujourd'hui très distendu entre l'appareil judiciaire et puis nous, et puis la société. Et peut-être le plus complexe et le dernier, c'est garantir la séparation des pouvoirs. Et finalement, quand on met toutes ces briques bout à bout, on s'aperçoit qu'il y a un lien à faire entre les différents défis et probablement une réalité commune. Alors comment faire pour essayer de réparer tout ça, de changer les choses, d'inventer d'autres modèles ? On va en parler et je vais céder la parole tout de suite à Jérôme Posa, président de l'association Amour pour la justice, parce que de cette journée du 25 janvier sont nées des propositions. Elles étaient au nombre de 26 sur des sujets très concrets. Vous allez nous expliquer comment nous en sommes arrivés là et comment on peut aller plus loin. Merci Raphaël pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors je vais essayer de ne pas reprendre ce qu'a esquissé déjà Raphaël sur la construction qui aboutit aujourd'hui à cette étape lilloise. L'idée que nous avons eue avec Laurent, qui prendra la parole après, nous sommes deux magistrats, nous avons notamment coécrit un livre avec des avocats sur une des problématiques principales qui touchent la justice depuis des années, qu'on a appelé et qu'on a désigné sous le vocable de populisme judiciaire. Le populisme judiciaire, c'est quoi ? C'est un dévoiement de la justice qui consiste à finalement privilégier la perception populaire d'une décision de justice, d'une sanction, par rapport à la primauté du droit ou des principes. Et ça consiste toujours à dire que finalement nos grands principes, l'état de droit, la justice, sont les adversaires de la sécurité des Français. Donc on a écrit là-dessus et on voulait effectivement appuyer et trouver comment lutter contre ce phénomène. On a donc fait cette étape à Nice qu'a rappelé Raphaël, avec des experts en sciences politiques, en droit, en communication, il y avait des journalistes, il y avait des citoyens, on a phosphoré pendant toute une journée, et de là ont été discutées et votées 26 propositions que je vais vous lister. Il y a une première série de propositions qui touchent finalement à ce qui, on va dire, est ressenti comme le plus important par le citoyen, c'est l'idée de l'indépendance de la justice et de sa séparation d'avec le pouvoir politique. Dans ce registre, nous avons 9 propositions. La première qui est d'inscrire la présomption d'innocence dans la Constitution pour renforcer comme corollaire du droit à la sûreté. La deuxième qui est de couper le cordon ombilical entre le parquet, les procureurs et le ministre de la Justice afin de rendre la justice indépendante du pouvoir politique.
Nous avions une troisième proposition qui concerne la Cour de justice de la République. Comme vous le savez, c'est par exemple la Cour qui a jugé Éric Dupond-Moretti et qui permet aux ministres d'être jugés par des pairs, c'est-à-dire par d'autres ministres parlementaires, et qui s'apparente finalement à un privilège de juridiction qui normalement aurait dû être aboli par la Révolution française. Quatrième proposition qui a aussi rassemblé beaucoup de citoyens, c'est délocaliser le jugement des élus locaux en confiant justement le jugement de leur dossier, quand ils sont prévenus devant un tribunal correctionnel, à d'autres juridictions qui sont extérieures à leur territoire d'exercice. Tout ça pour ne pas effectivement favoriser la collusion, la connaissance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Cinquième proposition, faciliter les poursuites judiciaires contre les élus par les contribuables. Nous avions une sixième proposition qui va être étudiée aujourd'hui, qui est finalement de reléguer le ministre de la Justice à un rôle d'administrateur politique et d'à la place créer une autorité publique indépendante et qui serait en charge notamment de définir ce qu'on a la fameuse politique pénale nationale après validation par le Parlement. Nous avons une septième proposition qui, là aussi, a fait beaucoup d'émules, c'était multiplier les visites scolaires dans les tribunaux pour mieux instruire au fonctionnement et au rôle de la justice dans une société politique. Il y avait toujours sur ce même thème la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour en faire un organe qui soit moins politique et plus représentatif de la société civile. Et puis il y avait surtout consacré dans la Constitution l'avènement d'un vrai pouvoir judiciaire qui serait conforme à la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs que tout le monde emploie et dont personne ne connaît le sens réel. Une deuxième partie de propositions vont concerner la communication judiciaire et donc le rapport entre la justice et les journalistes. On va y revenir. Il y en avait une avant qui concernait plus, on va dire, le traitement des affaires, donc l'idée de moderniser la justice et notamment de faire une vraie numérisation des procédures pour éviter le papier et accélérer le traitement. Sur l'item que je vous ai dit sur la communication judiciaire, donc il y avait la création, et on va y revenir, d'un pôle de communication judiciaire dans chaque tribunal qui réunit magistrats, greffiers, avocats et journalistes pour pouvoir communiquer sur l'office et le sens des décisions rendues par les juges. Une proposition qui consiste aussi à organiser des rencontres régulières entre juges, journalistes et professionnels du droit pour favoriser une information judiciaire qui soit équilibrée et qui évite les caricatures et les fake news. Nous avions une proposition qui concernait aussi la réforme de l'article 11 du Code de procédure pénale. Pour les néophytes, c'est la communication exclusive par le procureur de la République. Il n'y a que lui qui peut parler. Et donc on voulait l'améliorer et justement développer une communication autour des investigations pénales qui sont en cours, notamment lorsqu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Où est-ce qu'on peut aller? Comment on peut distiller l'information sans entraver l'enquête? 14e proposition, intégrer massivement la justice civile du quotidien dans la communication judiciaire. Là, c'est l'idée effectivement de montrer que la justice, c'est pas simplement les crimes, les délits, mais c'est aussi les expulsions de locataires, c'est aussi le droit de la famille, c'est aussi d'autres conflits qui sont beaucoup moins médiatisés et qui pourtant concernent le quotidien des Français. Nous avions, pour continuer sur les réseaux sociaux, rendre accessibles les critères des algorithmes pour éviter la surreprésentation des contenus polémiques. La mise en place d'un système de résolution de conflits entre citoyens via une plateforme numérique. L'interdiction de certains réseaux sociaux sur le territoire européen en cas de non-respect des règles. L'éducation aux médias et au numérique dès l'école. La réflexion sur un permis d'utilisateur des réseaux sociaux également pour responsabiliser les utilisateurs. Il y avait encore la spécialisation des magistrats à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, à la régulation des réseaux sociaux. Et il y avait l'obligation pour la presse de publier des articles de réhabilitation pour les personnes injustement mises en cause dans les médias via une clause de revoyure, on l'a appelé comme ça, des affaires médiatiques afin finalement de laver la réputation abîmée de gens qui finalement ont été relaxés ou acquittés par la justice et de fabriquer, là aussi on va y revenir avec Caroline, une charte de communication judiciaire entre journalistes et professionnels de la justice. Enfin, il y avait l'idée de mobiliser la presse dans la reconquête du débat d'opinion, ça c'était un large débat, instaurer un délai maximum de 30 jours pour instruire un dossier de diffamation,
multiplier le nombre de modérateurs sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un axe fort sur lequel il faudra revenir. Mettre en place un label de fiabilité pour les médias qui traitent de la justice, afin d'éviter, là encore, certains médias qui disent tout et n'importe quoi sur la justice. Et puis, dernière proposition, c'était d'élargir le champ de compétences de l'Arcom pour sanctionner financièrement les plateformes digitales pour la diffusion de fausses informations judiciaires en ligne et renforcer globalement l'action de l'Arcom. Donc, nous avons produit énormément de propositions à la suite, c'est gentil, de cette journée niçoise. On les a passées ensuite au filtre du vote majoritaire des citoyens. Et par ce filtre, on a retenu 3 propositions dont on va débattre aujourd'hui. Je laisserai Raphaël les introduire. Et l'idée, c'est que pendant 45 minutes, on puisse échanger avec vous et avec les experts qui sont présents autour de cette table sur la faisabilité, la fiabilité, la viabilité de ces 3 propositions. Et ensuite, elles seront effectivement portées à un nouveau vote citoyen qui s'organisera à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette explication à la fois de la méthode que nous allons observer durant cet après-midi, mais aussi de ces propositions. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne ou qu'on s'attarde, vous levez la main, vous nous faites un signe et on est là pour ça, on est vraiment dans le dialogue. C'est important qu'on puisse avoir votre retour parce qu'effectivement, on a imaginé un certain nombre de choses durant cette journée. On a fait un premier test avec les citoyens qui ont voté, mais voilà, il faut confronter ces propositions à la réalité et c'est comme ça qu'elles pourront probablement être mises en œuvre pour celles qu'on décidera de retenir. Alors, Jérôme l'a dit, on a effectivement cette première pierre angulaire qui est la question de l'indépendance de la justice, indépendance évidemment vis-à-vis du pouvoir politique. Le postulat de départ, et je vais me tourner vers Jérôme Karsanti. Alors, je ne vous ai pas présenté mes autres invités, pardon, j'étais déjà partie, mais Jérôme Karsanti est avec nous. Jérôme Karsanti, avocat au barreau de Paris, spécialiste notamment de la lutte anticorruption. Vous êtes l'avocat historique d'Anticor, celui qui a porté la voix, notamment dans les médias. C'est vrai qu'on vous connaît bien, on vous a entendu vous battre sur de nombreux dossiers. Merci beaucoup d'être là et je vous passerai la parole dans un instant. À mes côtés également, Laurent Sebag, magistrat et vice-président d'Amour de la Justice. Vous allez intervenir tout à l'heure, Laurent, pour nous parler des réseaux sociaux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les choses sont extrêmement imbriquées. Et puis, ma consoeur, Caroline Broiselot, journaliste, qui va nous parler de la charte de communication, parce qu'il y a un besoin réel de la population de savoir ce qui se passe dans les affaires judiciaires. Il y a une nécessité pour nous, journalistes, d'informer. Et puis au milieu, il y a le secret de l'instruction, il y a les investigations, il y a le temps de l'enquête, et bien souvent, ces temps-là ne vivent pas très bien ensemble. Donc comment améliorer les choses, c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de voir. Pour parler et pour revenir sur l'indépendance de la justice, Jérôme, le postulat de départ, c'est cette défiance finalement qui s'exprime vis-à-vis des décisions de justice. Pour rétablir la confiance, est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui assurer l'indépendance de la justice et comment on doit faire? On a planché sur une proposition qui est une proposition à tiroir parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, qui est la proposition numéro 6. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette proposition numéro 6 qui consiste à mettre en place un directeur national? Alors, notamment. Bonjour. Avant de vous parler de cette proposition, qui est surtout une proposition qui émane de l'association Amour de la Justice et notamment de Jérôme Posa, peut-être d'abord un point de réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle la question de l'indépendance de la justice. En réalité, quand on parle indépendance de la justice, on est... Alors, je sais bien que la proposition de Jérôme est plus globale, mais quand on parle d'indépendance de la justice, on est principalement sur une réflexion qui est l'indépendance du parquet. C'est-à-dire que vous savez que
la justice, elle est scindée en deux grandes missions, celle de juger et celle de poursuivre, et que le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, est celui qui poursuit l'action publique, et donc il a vocation à engager une action contre ou telle personne en fonction d'une infraction qui aurait été commise, et la fonction de juger, qui est effectivement, elle, davantage protégée dans nos institutions aujourd'hui, puisque le juge judiciaire, qui est, de par la construction institutionnelle qui est la nôtre, garant de l'indépendance et des libertés, il est garanti dans son indépendance par le Conseil supérieur de la magistrature, puisque c'est lui qui régit, et vous en parlerez mieux que moi, je pense, mais qui régit en gros la carrière et la promotion des magistrats du siège. Donc le problème, il est posé par l'indépendance ou pas du procureur de la République, puisqu'aujourd'hui le procureur de la République est sous tutelle directe du garde des Sceaux, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Et donc, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous expose, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, celui qui décide de la poursuite, c'est quelqu'un qui répond à un ordre hiérarchique qui est celui du pouvoir exécutif et du ministre de la Justice. Étant précisé que cette question de l'indépendance, et donc de sa dépendance au pouvoir exécutif en ce qui concerne le procureur, est couplée à un autre élément dont on parlera peut-être, je ne veux pas être trop long non plus, qui est celui de l'opportunité des poursuites, qui appartient au procureur de la République. C'est-à-dire que non seulement il est sous l'autorité du garde des Sceaux, mais de surcroît, il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, et comme son nom l'indique, opportunité, ça veut dire qu'il décide, pour des raisons qui lui importent, soit des raisons juridiques, mais ça peut être aussi des raisons d'opportunité, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ça pose, et ça a posé, et ça continue à en poser, des problèmes majeurs, puisque le problème majeur, et moi je parle principalement, parce que c'est en réalité là que la question se pose peut-être davantage, en fait, de façon plus cruciale, c'est tout ce qui concerne la lutte anticorruption, puisque souvent les logiques de corruption sont des logiques aussi qui mettent en jeu les pouvoirs, je mets au sens large les pouvoirs économico-financiers, mais également les pouvoirs politiques, et qu'il est historiquement prouvé que le pouvoir politique a souvent du mal à poursuivre les puissants. Et que donc la question de l'indépendance, c'est la question de savoir si on continue à avoir un parquet qui répond aux ordres d'un pouvoir qui peut être tout à fait intéressé par l'issue judiciaire d'une poursuite à l'égard de tel ou tel. Jérôme, pardon, ouais. Mais ça c'est la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Mais en théorie, je dis bien en théorie, oui. Le parquet est censé être indépendant, non ? Alors non. Il n'est pas en théorie indépendant. En théorie, il est dépendant. Il est totalement dépendant. C'est-à-dire que la loi prévoit sa dépendance fonctionnelle. 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 Il est structurellement dépendant du pouvoir exécutif. Et on a eu un certain nombre d'affaires emblématiques, historiques, qui ont montré que le parquet, dans son fonctionnement, avait lutté de façon massive pour que des affaires ne sortent pas. Je pense aux affaires Urbain, je pense aux affaires Chirac, je pense à un certain nombre d'hommes politiques ou d'autres qui ont été mis en cause et où le parquet a résisté de manière directe. Donc ça signifie que si une affaire sort, c'est parce que quelqu'un prend la décision, l'opportunité, fait le choix contre l'avis. Alors je vais aller... Te poursuivre. Je vais aller un peu plus loin, puisque vous m'y emmenez, et c'est là que la séparation du parquet et du juge judiciaire est intéressante, c'est que dans les affaires qui ont pu prospérer nonobstant les résistances du parquet, c'est parce qu'on avait des juges du siège, c'est-à-dire des juges du fond, des juges indépendants, qui ont été au-delà de ce que voulait le parquet, qui ont pris des initiatives allant jusqu'à aller contre les réquisitions ou le pouvoir du parquet. Donc, il peut y avoir des querelles, et là vous en parlerez aussi bien mieux que moi, les magistrats, mais il peut y avoir des querelles feutrées autour de la question de la dépendance et de l'indépendance, étant précisé qu'il y a une problématique
encore une fois, pardon, quand j'ouvre un tiroir, après j'en ouvre plein, mais qui est une problématique aussi fonctionnelle, c'est que les magistrats du siège ou du parquet, c'est pas deux corps distincts, c'est un même corps. Et que vous pouvez passer du juge du siège au ministère public alternativement, et que donc dans votre fabrication mentale ou culturelle, il y a quelque chose qui peut opérer. Si vous avez servi pendant 20 ans, mais là encore je parle sous votre contrôle, si vous avez servi pendant 20 ans au parquet, c'est très compliqué de devenir totalement juge du siège pendant... voilà, quand on est avocat, on sait très bien que ça doit être compliqué de devenir juge, c'est beaucoup plus confortable, mais en réalité il y a aussi des positions qui deviennent des positions liées à nos fonctions. Voilà, bon, enfin bref, ça c'est aussi tout un champ... tout ça pour dire que dans le cheminement, dans le cheminement, la question de l'indépendance, elle a été un peu affrontée par les pouvoirs publics, notamment en 2013 où on a eu la création du parquet national financier, qui a été finalement, parce qu'on n'a pas changé la structure, hein, le parquet, le procureur national financier est toujours sous tutelle, mais disons que comme il a une compétence nationale sur les grandes affaires politico-financières, il y a plus de difficultés à ce que le pouvoir exécutif puisse exercer une fonction plus directe. Et il y a aussi un phénomène, je pense qu'on peut aussi en parler, qui est un phénomène de mouvement vers l'indépendance des magistrats. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des prises de position publiques des plus hauts magistrats de France qui viennent dire, mais ça suffit en fait, ce rapport de tutelle qu'on a nous encombre, et on serait beaucoup plus à l'aise si on était indépendant. Et donc, il y a aussi l'institution qui par elle-même fabrique, alors peut-être pas son indépendance, mais en tout cas son autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'idée ce serait, pour répondre à ce que disent certains aux magistrats, de couper ce cordon, de couper ce lien direct, ce lien de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de lien de dépendance, de lien de subordination, je ne sais pas comment les magistrats l'appelleraient, mais c'est vraiment couper ce lien. C'est ça. Pour reprendre ce que disait Jérôme, donc la loi, c'est même une loi organique, c'est-à-dire une loi qui est au-dessus d'une loi ordinaire, qui est quasiment une loi constitutionnelle, qui dit dans son article 5, qui régit le statut des magistrats, que les magistrats du parquet sont subordonnés hiérarchiquement au garde des Sceaux. Donc ce qui veut dire qu'il y a un lien de dépendance directe entre un ministre qui appartient à un gouvernement et qui peut effectivement donner et avoir sous sa coupe un magistrat. Donc, ce qui signifie que quand le ministre change et que la coloration politique du gouvernement change, l'affaire qui est en cours d'instruction peut prendre un tour différent. Par exemple. En tous les cas, on peut avoir la suspicion qu'elle prenne un tour différent. Donc l'idée, c'est de couper ce lien pour qu'on ait une vraie indépendance de la justice en France. Alors après, ce qu'on nous a renvoyé quand on dit ça, c'est de dire, mais attendez, on ne peut pas avoir des magistrats qui sont sous contrôle de personne, et c'est là que vous entendez dans les médias la rengaine politique sur le gouvernement des juges. Ce qui n'existe pas en France, qui est une expression qui vient des États-Unis, peu importe. En tous les cas, l'idée qu'on a eue à Amour de la justice, c'est de prévoir à la place une autorité publique indépendante. Une autorité publique indépendante qui engloberait dans cette unité-là le Conseil supérieur de la magistrature tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui a pouvoir de nomination et de sanction sur les magistrats, le défenseur des droits, qui est une autre autorité publique indépendante prévue par la Constitution, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté, qui est là une autorité administrative indépendante, et, en dessous, un directeur national de l'action publique, qui organiserait en France ce qu'on appelle aujourd'hui la politique pénale, qui est organisée soi-disant par le garde des Sceaux, qui dit que voilà, chaque année, il y a une déclaration de politique pénale en disant voilà, dans les tribunaux, vous devez plus mettre l'accent sur telle infraction, juger en comparution immédiate ces infractions, voilà. Plutôt que ce soit un politique appartenant au pouvoir exécutif, avec une dimension partisane qui décide de ça, l'idée, ça serait de le donner à une autorité indépendante, validée par le Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Donc voilà la proposition qui est soumise aujourd'hui et qui a reçu le vote des citoyens à Nice.
donc sous l'autorité d'une nouvelle personne qui serait, elle, pour le coup, totalement indépendante. Tout à fait. Ça change quoi et là je pose la question à l'avocat, ça change quoi quand on est dans un dossier judiciaire d'avoir cette garantie supplémentaire d'une réelle indépendance de toute la chaîne? Aujourd'hui, on distingue l'indépendance et l'apparence d'indépendance. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où on coupe véritablement la dépendance structurelle, on a cette garantie que, au moins au niveau des apparences, qui n'est pas rien l'apparence, c'est-à-dire l'impression que le citoyen est devant un juge et il va être traité à égalité avec les autres, et que le pouvoir ne va pas pouvoir influer d'une manière ou d'une autre sur la décision de justice qui va être rendue. Les obstacles quand on lutte contre la corruption, par exemple, mais il y a d'autres domaines où ça a été compliqué, la justice a du mal à aborder un certain nombre de sujets, le racisme, l'antisémitisme, tout ça sont des choses qui sont compliquées à aborder par la justice. Mais l'anticorruption, par exemple, les obstacles sont extrêmement nombreux, et on voit bien qu'un certain nombre de freins sont posés, et que du côté de l'avocat, puisque c'est de ce côté-là que vous m'interrogez, du côté de l'avocat, on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On a des dossiers qui n'avancent pas. Et on a beau être bon en droit, avoir des faits qui sont avérés, eh bien, alors il y a des inerties qui sont liées aux moyens de la justice, à la lenteur de la justice. Il y a aussi des inerties qui sont liées au fait que, par exemple, on va mettre, et tu parlais Jérôme tout à l'heure du focus de la déclaration de politique pénale, par exemple, on va mettre le focus une année, en ce moment c'est les violences faites aux femmes, ça va être le narcotrafiquant. Mais on voit bien que, par exemple, le parent pauvre aujourd'hui, la lutte anticorruption, c'est le parent pauvre de la justice. Il n'y a plus d'investissement. Donc en réalité, vous pouvez monter toutes les procédures du monde, s'il n'y a pas d'enquêteur au bout de la chaîne, s'il n'y a pas de magistrat spécialisé, et donc, bon, je pourrais ouvrir d'autres volets qui seraient... aujourd'hui, la réponse, c'est la justice transactionnelle, qui finalement est une justice qui vient répondre aux carences des moyens et aux carences de l'indépendance. Mais, bon, je sens que vous aviez une question. Non, j'ai envie de rebondir en permanence, donc ne vous en faites pas. C'est votre... C'est ma manière d'être. D'accord. Et donc, c'est vrai que la question de l'indépendance, au-delà de tout, c'est permettre à ce que tout citoyen puisse être jugé à égalité avec les autres, quels que soient ces liens de pouvoir, d'influence. Et la garantie fonctionnelle, elle est là, elle ne suffit pas. Pour moi, elle ne suffit pas. Et c'est aussi autour de ces questions-là dont on a un peu déjà discuté. Mais par exemple, la question de couper le cordon ombilical avec le pouvoir exécutif ne répond pas à toutes les problématiques de corruption locale, où là, la question n'est pas fonctionnelle, mais je dirais qu'elle est culturelle. Quand vous avez un élu qui est poursuivi, un élu d'une ville moyenne même qui est poursuivi, sachant que cet élu travaille tous les jours avec le ministère public dans son ressort pour organiser le 14 juillet, pour signer des conventions, etc., de sécurité publique, eh bien, on peut être certain que s'il y a une infraction qui est commise par cet élu-là, bah, le parquet sera réticent à poursuivre, non pas parce que... Ça veut dire qu'il va falloir aller dépayser ces affaires-là pour avoir une garantie de justice. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, à mon avis, avoir une réflexion sur la question de l'indépendance s'il n'y a pas non plus, en même temps, une réflexion sur la délocalisation. Soit c'est traité au niveau d'un parquet national financier qui a compétence nationale, où là, en réalité, on est sur une délocalisation. Vous nagez, je suis beaucoup trop confus. Je suis désolé, je suis un petit peu perdu. Ouais, c'est normal. Moi, parce qu'en fait, je suis dans mon jargon. Non, mais quand je suis venu ici, j'ai vu justice respectée. J'ai pensé que c'était par les criminels. Donc voilà, c'est déjà, je suis un petit peu perdu. Justice respectée par les criminels. Par les criminels, voilà, c'est que la justice fasse son alors ça, c'est pas un autre champ. C'est un autre champ.
Là, c'est un autre champ. Il faudrait des repentis sur scène pour pouvoir vous en parler. Mais bon, donc déjà ça, très bien. Là, j'entends par une indépendance, très bien. Par les politiques. Voilà, par les politiques. Déjà, bon, ça paraît tout con. Bon, et par les citoyens. Parce que moi, je respecte la justice. Je ne sais pas si quelqu'un ici est contre, moi, voilà. Mais bon. Non, mais comment on fait en sorte, comment on donne les moyens à la justice de se faire respecter je suis désolé, et d'être voilà. respecté. Je suis désolé de vous couper, mais c'est important. Voilà. Vous le faites nommer, si j'ai compris, par le Parlement. Tous Alors, on va vous les donner un indépendants. micro, peut-être. Non, mais ouais, vous m'entendez? Si, parce que comme ça, tout le monde vous entend, et puis comme on est filmé, oui, désolé. C'est important. Ce que je veux dire, donc vous proposez que ce soit nommé par le Parlement, si j'ai bien compris. Donc, la personne qui exercerait le directeur national. Le directeur national. Et les autres à la place de ce que fait actuellement le garde des D'accord, Sceaux. donc c'est plus le ministre, c'est le Parlement. Il serait validé par une majorité qualifiée, c'est-à-dire 3/5 d'un Parlement. Ok, super. Ce qui veut dire que ça pourrait être quelque chose qui se rapproche d'une nomination transpartisane. À peu près, on est bien d'accord. Mais après, ça reste une personne, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Par contre, tout ça en dessous, il serait nommé par qui? Enfin, je suis désolé, hein. Les procureurs, les procureurs généraux, on garderait le système qu'il y a actuellement, sauf que, Jérôme vous l'a dit, donc la magistrature, c'est d'un côté les procureurs, hein, et de l'autre côté les juges. Les juges, ils sont nommés par le ministre de la Justice sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. D'accord ? Et pour le parquet, c'est un avis simple. C'est-à-dire que si M. Darmanin a envie de nommer un de ses copains procureur demain, il peut, quand bien même le Conseil supérieur de la magistrature lui dirait non, c'est pas possible, vous connaissez trop, il peut le faire. D'accord ? Là, l'idée, ça serait effectivement de lui enlever ce pouvoir et de le laisser à un Conseil supérieur de la magistrature rénové. Et là, on va plus loin. Ce Conseil supérieur de la magistrature, ça serait un organisme paritaire, c'est-à-dire à moitié magistrat et à moitié personnel de la société civile. Il n'y aurait plus de coloration politique. Vous comprenez? Et tout ça, au départ, voilà. Non, mais c'est très bien. Tant mieux que je pense que on est là pour ça. On est là pour que. Mais voilà. L'idée, c'est de protéger l'institution judiciaire dans son ensemble de l'action du politique. Voilà. Laurent. Et sans pour autant couper la justice de la représentation nationale. Oui, l'idée, c'est pas de faire un corps indépendant, absolument avec tout son pouvoir et sans contrepartie. C'est effectivement de le rendre quand même responsable devant la représentation nationale. Mais sur un système dans lequel la politique est déterminée à plus long terme par des représentants de la nation qui sont là pour, on va dire, l'exercice d'un pouvoir un peu moins fragile, un peu moins précaire et sans doute plus stable aussi. Oui, quels que soient les changements politiques, finalement, la justice, elle est administrée de la même manière et elle est stable. C'est important. C'est important. On est tous pour l'indépendance, hein. C'est pas ça que je veux dire. Et tous ces gens seraient payés par qui? Ça reste des fonds. Enfin, ils travaillent pour l'État, effectivement. Et autre garde-fou qui serait rajouté, c'est que ce directeur national de l'action publique serait élu que pour un mandat non renouvelable. Pas d'ambition de carrière, pas de connexion. Et autre garde-fou qu'on a pensé, c'est qu'il pourrait également être révoqué par le même Parlement à la même majorité. Voilà. Donc vous voyez, ça serait de l'indépendance, mais toujours sous tutelle des représentants de la nation et des citoyens. Merci. Non, mais c'est intéressant que vous posiez cette question parce que le point de départ de tout ça, c'est effectivement ce divorce. Pourquoi vous parliez des criminels? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des gens a le sentiment que une grande majorité, si on entend les enquêtes d'opinion publique, dit oui, les criminels font ce qu'ils veulent, la justice n'est pas respectée. Bon. Donc, comment faire pour que la justice ait plus de poids, plus de pouvoir et qu'elle puisse aller au bout des choses? C'est peut-être une des solutions. Raphaël fait le lien avec on va dire le deuxième thème qu'on va aborder, parce que justement, le populisme judiciaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a certains médias en France qui sont devenus des médias d'opinion, d'accord, plus des politiques qui vont focaliser sur la justice et se servir de la perception qu'ont les gens de ce que renvoient les médias de la justice, pour dire, regardez, la justice, elle est laxiste, la justice, voilà.
Le problème, c'est que la justice ne communique pas assez et ne vous donne pas assez d'informations pour comprendre pourquoi vous faites balader dans les médias par les politiques. Et là, on va aborder du coup la deuxième proposition. Alors, avant d'aborder la deuxième proposition, moi, je voudrais savoir s'il y a des questions, des remarques sur cette notion d'indépendance de la justice et sur cette proposition numéro 6, qui donc s'intéresse à la création d'un nouveau directeur national, vous l'avez compris, indépendant, avec un nouveau système d'élection qui permettrait en fait de couper ce fameux cordon. Oui, c'est simplement une remarque. Moi, je suis une ancienne magistrate du parquet, donc je connais bien la question. Simplement pour revenir à la réaction de monsieur, que je comprends tout à fait, pour avoir été dedans, et maintenant je suis en dehors. Oui, j'ai le double regard, maintenant je suis libérée, on va dire, de ma contrainte d'obligation de réserve, puisque je n'exerce plus. Et donc je pense que ce que dit monsieur, c'est le révélateur du problème que vous soulevez. Comment crédibiliser l'action d'un magistrat? Comment la crédibiliser, sachant qu'à l'intérieur même de la magistrature, nous avons nos propres problématiques qui favorisent aussi cette décrédibilisation. Donc la réponse, elle est certainement institutionnelle. Alors pour votre information, j'ai travaillé pour la HALD et le défenseur des droits également. Et bon, ce que vous dites, ça me parle beaucoup aussi, pour avoir été membre du défenseur des droits, pour avoir contribué à la création du défenseur des droits, puisqu'on a, après la HALD, donc a été créé le défenseur des droits. La HALD qui était la haute autorité. La haute autorité du contre les discriminations. Et justement, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ici, le défenseur des droits, donc qui est une autorité publique indépendante, qu'est-ce que c'est une autorité publique indépendante? Alors, et pourquoi on l'a fait prévu par un article de la Constitution? Je voulais en revenir à ça. Alors, je regrette de ne pas avoir été à Nice. Je vous ai malheureusement connu un peu trop tard. Mais bon, votre association, c'est Amour pour la justice. Donc Amour, c'est un idéal. Une haute autorité, c'est un idéal également. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de parler vrai aussi aux personnes qui sont présentes. C'est évident, j'ai envie de dire le citoyen lambda. Il n'y a aucun système parfait. On part déjà de ce préalable, il n'y a aucun système parfait. Donc, effectivement, on fait avec les outils qu'on a. On pourrait très bien aller voir ailleurs. Quand la haute autorité de lutte contre la discrimination a été créée, on est allé voir ailleurs. C'est un plus, mais ça n'est pas parfait. Une haute autorité reste une autorité quand même relativement influencée par le politique. Alors je le dis d'autant plus que moi j'ai vécu la création de la HALD jusqu'à l'arrivée de Dominique Baudis, défenseur des droits. J'ai connu quasiment 5 présidents de cette autorité. Alors, quand la haute autorité a été créée, on avait un président de droite, on y a mis un président de la République de droite, et on a mis à l'opposé, donc c'était le principe un peu anglo-saxon, de faire un contre-pouvoir. Donc on y mettait à la tête de la haute autorité une personne plutôt de gauche. En l'occurrence, c'était Louis Schweitzer à l'époque. Donc lui a créé vraiment le système, il s'est, on va dire, impliqué dans la logique anglo-saxonne, avec au sein de l'institution, on va dire, des oppositions idéologiques, il faut dire les choses comme elles sont, avec plutôt les partisans du principe, on va dire, universaliste, et puis un principe relativiste qui est venu en fait des États-Unis. Bon, ça c'est simplement pour l'anecdote, pour vous expliquer quand même qu'au sein d'une haute autorité, même si effectivement le Parlement régule, une haute autorité reste quand même sous une influence quand même politique. Alors, aujourd'hui la conjoncture est particulière. D'accord ? On a un Parlement qui fonctionne de façon assez unique, on va dire, dans l'histoire. Donc, faire un parallèle avec ce que moi j'ai vécu, ça va être un peu difficile. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que, et là je reviens à ce que dit monsieur, qui est très juste, on a à la tête des institutions des hommes et des femmes. D'accord ? Et donc, ce qui va beaucoup influencer l'indépendance d'une autorité ou d'un ministre, d'une certaine façon, ça va être la personne. Et donc, en fonction des présidents que j'ai pu connaître, j'ai rencontré des présidents, même opposés à l'exécutif, très influencés par l'exécutif, et à contrario,
des présidents de même étiquette qui étaient beaucoup plus distancés par rapport à la position de l'exécutif. Donc ça, vous voyez, je ne pense pas que ce soit une garantie. La seule chose qui me semble importante dans votre proposition, c'est ce fameux Parlement. Je pense effectivement qu'il y a urgence, compte tenu de l'évolution de la politique aujourd'hui, de l'évolution du... On s'achemine plus vers effectivement un régime populiste qu'autre chose. L'avenir nous dira, mais on est plutôt parti pour ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire, voilà, on va détacher la magistrature de l'influence de l'exécutif pour préserver le doute. Et là, tout à l'heure, on parlait de suspicion. En fait, le problème, c'est la suspicion. C'est le sentiment qu'on a, ou le ressentiment. C'est pas tellement la garantie objective, même s'il faut tendre vers l'objectivité, mais il faut, en fait, casser cette suspicion. Moi, je vous dis, monsieur, moi, j'ai été un magistrat, je me suis battu pour mon indépendance. Ça a été très dur. Je vous le dis. Mais j'ai cru, parce que j'ai été normalement protégée par un statut, qui est le statut 58, qui est de valeur constitutionnelle. Et c'est la preuve qu'on peut le faire. C'est la preuve qu'on peut aussi gagner, ou en tout cas se battre pour cette indépendance. Parce que la hiérarchie, là je rejoins ce que dit maître Carsanti, effectivement, la hiérarchie ne suit pas toujours. Donc c'est une lutte aussi à l'intérieur de la machine. Mais je veux dire, après c'est une question individuelle. On n'est pas content, on s'en va, moi je suis parti. Et du coup, pourquoi vous êtes parti? Pour cette raison. Parce que vous estimez que vous n'avez pas assez... Je n'avais aucune liberté d'action en tant que parquetière. Et j'avais des compétences, puisque moi je suis issu du ministère des Finances. Et je rejoins effectivement la problématique liée à tout ce qui est économique et financier. C'est un sujet, c'est un réel sujet qui, si on n'arrive pas à le dépasser, le populisme judiciaire aura la victoire. Il est en train de l'acquérir. On aboutira, et je pense qu'on y est presque, à cette idée que, effectivement, on a une république des juges complètement fausse. Les juges rouges, il y en a peut-être, mais ce n'est pas la majorité de la justice. La justice est très conservatrice. Donc, vraiment, enfin, je pense que... C'est bien que vous le disiez en étant à l'extérieur du système. Et j'aurais certainement pas dit il y a quelques années, bien évidemment. Là, je me permets, et je le dis devant des citoyens lambda, parce que souvent, ces conversations-là, on les a entre nous. Mais c'est le principe de ces sommets, c'est justement de... ce sommet aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends la parole et je m'en libère, hein, c'est de vous faire comprendre, alors je suis désolée qu'il parle d'autres personnes, même des gens qui votent populistes, pour leur dire, mais non, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça la vie. Alors on va s'intéresser à ce phénomène de populisme. Merci vraiment pour votre intervention. On a une autre question et puis après je voudrais qu'on avance parce qu'on a pris un tout petit peu de retard évidemment. Moi les histoires de justice je ne connais pas du tout, donc je découvre, c'est génial. C'est la santé. Non, je suis sur la démocratie moi. Dans le système que vous avez proposé, globalement je trouve ça vraiment génial. Mais il y a un petit truc qui me fait peur, c'est cette histoire de si cette personne déconne, il va falloir passer par 2/3 du Parlement pour réussir à la révoquer. Wow. Ça peut arriver quand même, hein. Les humains ils sont faillibles. Par contre, pour réussir à la sortir, s'il faut passer par 2/3 du Parlement, c'est un peu compliqué. Donc, parce que si elle a fait une connerie et qu'elle est jugée par les personnes dont elle est le chef, c'est compliqué quand même. Donc, je pense qu'il faut un mécanisme un peu plus facile pour sortir cette personne un peu où elle déconne. Ça veut dire un mécanisme qui serait par exemple, non pas un directeur, mais une présidence, un directeur tournant, un trio pour... je ne suis pas en mesure de faire une proposition, je suis trop loin du truc, mais j'en sais que par les pairs. Voilà, il suffit qu'il y ait, je ne sais pas moi, 500 magistrats qui sont dans tel truc et on leur dit, bah voilà, il y a cette problématique, voilà le dossier. Est-ce que vous votez, une sorte d'ostracisme comme ça se faisait à l'époque de la Grèce, pour dire non, la personne elle a déconné, il faut la remplacer. Et 500 c'est peut-être trop d'ailleurs, peut-être une cinquantaine ça suffirait de gens qui sont... C'est une super remarque. Ouais. On en a commencé un peu à l'esquisser, il faut peut-être effectivement aller plus loin que la révocation aux 2/3. Après, qu'il soit agile, quoi. Qu'il soit il a déconné, on met en place une procédure qui est facile. Et dans le Parlement, c'est trop compliqué. Dans notre proposition, que vous polissez, vous, en tant que citoyen, et ça, c'est génial pour nous, l'idée de cette personne-là, c'est que c'était un magistrat.
avec le statut protecteur du magistrat, qui est normalement inamovible, ou par exemple le magistrat du parquet, il pouvait jusqu'à présent être évoqué par le ministre. Mais il faut qu'on introduise peut-être un garde-fou supplémentaire, à savoir, effectivement, au sein de cette autorité publique indépendante, qui serait donc un conseil supérieur de la justice et du droit, avec cette personne-là, là-dedans, un espèce de conseil d'administration qui puisse, si tenter qu'il y ait, je ne sais pas, perdition complète de cette personne. Moi j'aime bien le tirage au sort, vous tirez au hasard 50 magistrats, vous leur donnez le dossier en disant voilà ce qui se passe, est-ce que si la majorité des 2/3 de ces 50 ils votent pour le sortir, ils ont vu le dossier, voilà. Et je pense que vous allez sur les plates-bandes de Jérôme, parce que Jérôme avait aussi fait cette remarque. Et j'ai une demande. Ça c'est un point, et puis le point que soulevait Jérôme est important aussi, il faudra le prendre en considération, cette histoire de dépayser les affaires, ou en tout cas de faire en sorte que ce qu'on met au national, ça puisse infuser au niveau local. C'est un point important aussi. Donc, je prends ma casquette de citoyenne aussi, et je pense qu'il faut aller jusque-là. Et j'ai une demande à l'animatrice, donc toutes ces mesures et tout, mais bien sûr, puis le scandale de la 69, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il y a une commission d'enquête qui a hyper bien bossé, qui a conclu qu'il n'était pas légal ce projet, et puis il y a une paire de copains parlementaires qui ont dit autant on est potes avec lui, machin, il y a des gros sous là, allez on va faire une loi pour dire qu'on est contre la justice, c'est n'importe quoi. C'est gravissime. Enfin bref, donc évidemment qu'il faut faire ces choses-là. Maintenant, ma question, et je vous la pose à vous, est-ce qu'on peut prendre un petit temps à un moment donné pour se dire comment on va faire pour que ce type de proposition qu'il y a dans la justice, dans la santé, dans tout un tas de secteurs, où on a plein de bonnes idées, les citoyens et les corps intermédiaires, mais aujourd'hui, personne n'est écouté. Comment vous allez faire ? J'aimerais toucher un petit mot de la coalition, si c'est possible. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que évidemment qu'on ne reste pas une fois que ces propositions elles sont actées, qu'elles sont discutées, amendées et actées, elles sont portées aussi par le collectif, par l'idéal citoyen. Elles sont portées, et certaines, pas toutes évidemment, mais certaines ont réussi à passer, à franchir un certain nombre d'étapes et à être adoptées. Parce qu'il y a des élus qui aussi sont à l'écoute et qui du coup arrivent à faire en sorte que les propositions qui sont émises par les citoyens deviennent des propositions de loi. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Quel pourcentage ? Il est faible, mais on en est au démarrage. C'est un début. Mais après, c'est exactement le sommet citoyen, c'est-à-dire que plus on sera nombreux dans l'idéal citoyen, plus on aura une force d'impact, et là on est presque 3000 associations, donc ça représente 1 million de personnes, on va dire. Plus on grandira, plus on forcera le politique à regarder et à venir chercher, parce qu'on sera quelque part une sorte de force électorale sur laquelle il pourra s'appuyer. Donc idéal citoyen, c'est le vecteur, on va dire, approprié justement pour essayer de faire porter ces résolutions. Là, vous partez du principe que la société civile peut être écoutée. Oui. Moi, c'est pas ce que j'observe. J'observe qu'aujourd'hui, les corps intermédiaires, le CESE, ils font un boulot magnifique, ils sont jamais écoutés. Regardez même ce qui se passe quand on descend dans la rue pour les retraites, où même le Parlement est contre, etc., on n'est pas écouté, le grand débat, on n'est pas écouté, les associations, le pacte du pouvoir de vivre, combien de personnes ils représentent, ils ont des super propositions, ils ne sont pas écoutés. À un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on travaille à un changement de système démocratique qui prévoit l'écoute des citoyens et des corps intermédiaires, et qu'on s'aligne tous sur ça, parce que si on gagne ce point-là, alors ensuite on pourra gagner les combats de la justice, du climat, de la santé, etc. etc. Oui, et moi je crois aujourd'hui... C'est une réforme constitutionnelle, ça. Oui, et moi j'ai une proposition pour faire une réforme constitutionnelle, du coup on est obligé de passer par le politique. Ouais. Oui, c'est un peu la quadrature du cercle. Alors c'était ma question à l'animatrice, est-ce que je peux parler du projet ou pas? Je ne veux pas... le projet de la coalition pour un nouveau démocratique dont on a parlé à la table ronde d'avant, en fait on a un plan en 3 étapes pour justement changer la constitution. Et c'est voilà. Et j'invite tout le monde à au moins regarder, à vous renseigner sur ce plan. Alors ce que je vous propose, c'est d'en parler à la fin du débat pour qu'on puisse prendre les autres points, parce qu'on a un temps imparti qui est de 45 minutes en théorie sur cette partie qui s'appelle le labo des possibles. Donc voilà, où nous on pense que les choses sont possibles, qu'en tout cas on y travaille. Et ça m'amène à me tourner vers Caroline Groisdelot sur la deuxième partie, puisqu'on a compris clairement qu'il y avait une défiance, il y a même parfois plus qu'une défiance, il y a vraiment un divorce avec la société.
cette indépendance de la justice, c'est peut-être le point principal, mais si on veut avoir confiance en la justice, il faut aussi que les ressorts fonctionnent. Et donc, il faut qu'on puisse communiquer avec elle, qu'on puisse comprendre comment elle travaille, qu'on puisse avoir un retour, qu'on n'ait pas le sentiment que les choses soient biaisées. C'est la raison pour laquelle nous, journalistes, qui sommes bien souvent les intermédiaires entre la justice et le grand public, on se retrouve parfois coincés entre un temps long, celui de l'enquête, un temps de l'instruction qui l'est encore davantage, et puis le temps médiatique qui va extrêmement vite, et des informations qui sont fiables pour certaines, moins fiables, qui peuvent être des fake news aussi. Et tout ça est jeté en pâture à l'opinion publique. La solution, c'est peut-être un des points qui a été travaillé dans les propositions, cette charte de communication qui mettrait une fois de plus les différentes parties prenantes autour de la table pour arriver à se mettre d'accord sur ce qui est important de communiquer et ce qu'il faut dire et pas dire, mais en tout cas les éléments de base qui sont des éléments certifiés. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut dire, oui, mais surtout comment le dire, comment l'expliquer dans les médias. Nous, on a un problème en tant que journaliste, c'est si le procureur est sous l'autorité du ministre de la Justice, nous, parfois, on se retrouve sur l'autorité du procureur, qui est donc du côté du parquet, et on ne va pas pouvoir donner la parole aux avocats, par exemple, sous le secret de l'instruction. Et donc, nous, on propose une charte de communication. Comment communiquer sur la justice quand on est journaliste pour que ça soit accessible à tout le monde, puisque la justice, c'est un domaine compliqué, avec un vocabulaire compliqué. Même nous, en tant que journalistes, parfois on est un peu dépassés par les événements, on n'emploie pas les bons mots. Donc, on se dit il faudrait un pôle de communication au sein des tribunaux pour qu'on puisse communiquer avec les magistrats, les avocats, les présidents, etc. Qui est une sorte d'endroit où toutes les parties prenantes pourraient se retrouver et une parole libre sur le sujet de l'enquête en cours ou voilà, comment nous dire. Alors, bon, on reste indépendant tout de même en tant que journaliste, mais comment, je sais pas, j'ai un problème sur une affaire, je sais pas comment la traiter, je voudrais pouvoir avoir un référent qui me dise voilà, alors ça tu peux le dire, ça tu ne peux pas le dire. En fait, c'est surtout comment diffuser l'information pour qu'elle soit comprise. Parce qu'on a un problème, Caroline, qui aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est le secret de l'enquête. Ouais. En théorie, l'enquête, on n'y a pas accès. Non, en théorie, non, on n'a pas accès. Et puis, alors, c'est pareil, des procureurs vont donner le secret à certains médias, mais pas à d'autres. Donc ça crée des conflits entre confrères et voilà. Et ça crée une défiance aussi de l'opinion publique. Effectivement, ça crée aussi une défiance du côté de l'opinion publique. J'ai des exemples, mais par exemple, l'affaire du petit Émile. Donc il y a eu des gardes à vue, 3 gardes à vue. Le public a compris que c'était le grand-père, la grand-mère, la tante, si je ne me trompe pas, qui étaient en garde à vue, donc ils étaient forcément coupables. Comment nous, est-ce qu'on peut dire non, ils sont en garde à vue, mais ils ne sont pas forcément coupables? Ça, c'est la connaissance, tout simplement. Oui, c'est la mais quand on... Ça, c'est la connaissance, du savoir, en fait. Ouais, mais quand on est soumis aux réseaux sociaux qui vont commenter... La problématique, c'est la responsabilité, là, le savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est experts sur les réseaux sociaux, il y en a une association... Prenez un micro, je ne sais pas où il est.
On va y venir aux réseaux sociaux parce que c'est la suite logique, évidemment. Oui, c'est la problématique après, parce qu'effectivement, dans la société, entre guillemets, hors réseaux sociaux, je pense que cette problématique, on la rencontre, mais pas tant que ça. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, par exemple, vous parlez de cette affaire du petit Émile qui a été médiatisée, mais sur les réseaux, c'est pas médiatisé, c'est surmédiatisé. Et il y a eu des interprétations, chacun va de son opinion, des jugements, mais sans connaître le fondement même de la loi et de la structure légale, en fait. Les gens ils disent tout simplement « Ah, ils sont en audition, ou j'ai compris ça, c'est coupable ». Parce que c'est la méconnaissance, hein, c'est tout simplement du savoir, en fait. C'est la base même de l'éducation même de la personne, de Jean Lubir. Oui, mais s'il y avait une meilleure communication entre la justice, les journalistes, et du coup, nous, en tant que journalistes, on communique avec le lecteur, avec l'auditeur, etc., il y aurait une meilleure compréhension et peut-être ça partirait... Alors, sur les réseaux sociaux, voilà. Sur les réseaux sociaux, voilà. Mais sur les journalistes, il y a quand même une problématique d'acculturation du journaliste aux principes fondamentaux du droit. Là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est de concilier la liberté d'information qui appartient au journaliste et les principes qui servent à une enquête, c'est-à-dire le secret d'enquête, le secret d'instruction, la présomption d'innocence. Ça, c'est quelque chose qui est complètement bafoué par beaucoup de journalistes qui sont peu scrupuleux. Et ce que propose Caroline, c'est effectivement, c'est qu'on ait une meilleure formation des journalistes et qu'on ait un pôle de communication dans les tribunaux avec des référents qui sont habilités à parler et à dire aux journalistes, ben voilà, on a voilà ces informations. Pour l'instant, c'est que le procureur de la République qui peut le faire. Et Caroline, ce qu'elle dénonce, c'est qu'effectivement, suivant le procureur et suivant les médias, c'est pas la même type d'information qui est donnée. Et là encore, on est sur un principe d'égalitarisme où chaque média doit pouvoir être informé par un référent. Comme ça, on n'aura pas de diffusion de pôle de communication et on n'aura pas de fuite qui pourrait être des fois complètement nocive et pour les enquêteurs et pour le magistrat et pour les parties. Alors là, je suis tout à fait d'accord, ça c'est dans un monde idéal, mais les réseaux sociaux, ils sont vraiment dans un monde à part. Mais on est dans le monde de l'information, pas dans le monde des réseaux sociaux, et on va y venir après, c'est pour ça que... Non, mais c'est ça la problématique, c'est que les réseaux sociaux, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est la société, c'est un média. On est d'accord, on est d'accord. Des millions de personnes qui ont des avis aussi sur la société ici. Alors les réseaux sociaux ne sont pas des réseaux d'information. Médias. On est d'accord. Et la nuance est importante. L'information, c'est un métier. J'y tiens. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Et c'est important de faire le distinguo. C'est bien pour ça qu'on a scindé ça en plusieurs parties, en excluant les réseaux sociaux. Hein. Voilà. C'est véritablement une partie à part entière. Parce que pour nous, la problématique, elle est totalement différente. Il y a l'information véritablement médiatique donnée par les radios, les télés, y compris sur les réseaux sociaux, dans les journaux papier, qui, elle, doit être vérifiée. Et cette information-là, qui est la première, elle doit être imparable. Et elle ne doit pas se faire en fonction des copinages ou d'autres choses. Qu'est-ce qu'on met du coup dans cette charte, Caroline, pour essayer de muscler? Comment est-ce qu'on organise les choses pour faire en sorte que y ait véritablement une circulation de l'information juste? Si vous proposez un directeur de l'autorité publique, il faudrait aussi qu'il communique avec nous de façon, j'allais dire transparente, mais de ce qu'on peut dire, et surtout, moi j'insiste sur le comment dire les choses. Donc cette charte de communication, il faudrait que toutes les parties puissent s'exprimer, que ce soit le parquet ou la défense, pour connaître le dossier un peu plus. Et je voudrais juste dire, à propos des médias et des réseaux sociaux, effectivement, c'est pas la même chose. Et quand Jérôme et Laurent ont écrit justice partout, justice nulle part, moi j'ai répondu, mais aujourd'hui c'est aussi médias partout, médias nulle part. Voilà. Oui, juste un mot, mais ça rejoint ce que tu disais, Caroline. En fait, la question est de la communication autour d'un dossier et la question aussi du populisme judiciaire. Et d'abord du populisme judiciaire. On voit bien que aujourd'hui, les affaires ou les faits divers
emporte en réalité pratiquement 80% de l'actu. Oui. Le débat judiciaire devient un débat médiatique, donc chacun, en fonction de sa position dans le débat, va avoir plus ou moins la parole. On voit, voilà, il y a des journaux qui prennent clairement parti pour l'un, d'autres qui vont prendre clairement parti pour l'autre, et en fonction de ce qu'on va être autorisé ou pas à dire, ça va s'exprimer différemment, et ça empêche d'avoir une vision qui est saine. Le problème aujourd'hui, c'est la manière dont cette justice-là est instrumentalisée et qui va à l'encontre, parce que la présomption d'innocence, elle n'existe plus, pratiquement, et la question du secret de l'enquête ou du secret de l'instruction n'existe plus. Donc en fait, la réponse à la question de la communication et de la charte, elle me paraît essentielle parce qu'elle vient répondre dans un temps qui est celui du temps médiatique. Comment dans ce temps médiatique, on peut conserver les principes qui sont des principes fondamentaux de l'état de droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence et le secret de l'information judiciaire, le secret de l'enquête sont des garanties que les enquêtes se déroulent. Or, on voit bien qu'il y a un hiatus, qu'il y a un affrontement, et ça donne le sentiment qu'il y a une jungle médiatique, une jungle d'opinion, où au fond l'affrontement domine sur la raison et sur la vérité. Et donc effectivement, c'est une idée formidable que vous avez eue, mais je pense que ça ne peut pas être sous le contrôle du parquet. Ça c'est impossible parce que ça, alors même si on a un parquet indépendant... Donc ça veut dire un pôle de communication indépendant, là encore. Moi je pense qu'il faudrait qu'on ait quelque chose qui puisse être... alors je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place, mais sur une affaire dite médiatique ou qui nécessite ou qui ait une communication, que l'ensemble des parties se mettent d'accord sur des points, c'est ça, sur des points de discussion. C'est-à-dire, voilà l'enquête, où elle en est, voilà la position de l'un, voilà la position de l'autre, et basta. C'est-à-dire que et je pense que ça serait d'une certaine manière un pacte de communication autour de il y a quelques exemples, alors pour le coup, quelques procureurs qui ont fait des conférences de presse pour essayer de donner le même niveau d'information à peu près tous les médias, en s'entourant parfois d'enquêteurs pour que effectivement il y ait une seule parole à l'instant T et pas plusieurs versions qui soient données à différents médias. Sauf que le soir sur les plateaux télé, il y a les avocats des parties qui viennent tout balayer et qui viennent lutter pour dire bah non, bah moi la victime c'est ça et moi non c'est ça, et qui font le procès sur le plateau télé alors même qu'on est toujours au stade de l'enquête. Laurent, c'est le sens même de la charte. C'est-à-dire qu'au moment où elle va être signée, chacun s'engage à donner une information ou à s'entendre sur l'information qui va être donnée à l'instant T plus 1, à l'instant T plus 2, tout au long de la procédure, de manière à ce qu'il y ait une forme d'objectivité sur l'information qui est communiquée et sur laquelle tout le monde doit s'entendre. Ce qui veut dire que ça doit être une conciliation de l'intérêt de tous. C'est-à-dire à la fois du journaliste qui a besoin d'informer la population et de le faire de manière objective, mais à un instant précis. Ça doit répondre aux besoins du magistrat, en l'occurrence peut-être un juge d'instruction qui a besoin de conduire des investigations en toute sérénité, qui peut-être n'a pas d'objection à ce qu'un élément du dossier soit d'ores et déjà connu, sur lequel il est prêt à communiquer. Ça répond aux besoins d'information de la population, et en même temps ça n'entrave pas ses investigations. Et effectivement, on met le procureur dans la partie parce que à ce jour, on a quand même cette contrainte de l'article 11 du Code de procédure pénale qui fait qu'il est le seul artisan de la communication, y compris lorsqu'il y a une information judiciaire. C'est-à-dire quand un juge d'instruction est indépendant pour conduire des investigations, en France, le seul qui peut s'exprimer sur ces investigations-là, c'est celui qui ne les conduit plus et qui n'est absolument pas indépendant. Donc, et ensuite, on met évidemment l'ensemble des avocats de toutes les parties impliquées dans le dossier autour de la table en leur disant ben voilà, la raison de la communication à ce moment précis, c'est de vous autoriser à pouvoir dire ça dans l'intérêt de vos clients aussi, dans l'intérêt de la justice, dans cet intérêt commun que nous incarnons tous, et on s'autorise à faire évoluer cette information. Et on signe une sorte de pacte, tu disais à l'instant un pacte, c'est un vrai pacte solennel dont il faut réfléchir par la suite aux modalités de sanction si ce pacte n'est pas respecté,
Ça, c'est effectivement un élément de la réflexion qui est à conduire. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de penser le principe de cette convention un peu solennelle entre tous les acteurs judiciaires pour que tout le monde puisse être rempli de ses besoins et de ses droits. Oui, je voulais simplement faire une remarque, je vais faire très rapide. Bon, quand même, la magistrature fait des efforts à ce sujet, pour quand même le reconnaître. Moi-même, j'ai participé à une formation à l'École supérieure de journalisme, pour représenter le parquet. Alors il s'est trouvé que paradoxalement, et c'est là où, encore une fois, je reviens à la même chose, c'est que vous êtes formés, vous avez des procureurs qui disent oui, ou des procureurs généraux qui disent oui, c'est quand même intéressant qu'au niveau de ma cour d'appel, les magistrats du parquet soient formés pour pouvoir communiquer correctement avec les journalistes, etc. Donc moi, je m'en vais à l'école de journalisme, je suis avec quelques collègues, on est une dizaine à peu près, une dizaine à participer, sachant que dans une projection de devenir référent communication du parquet qu'on représente. Et puis là, bong, le procureur reprend la main, il décide de communiquer à sa façon, et tout explose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est face toujours à des paradoxes. On a parfois quand même des efforts, ou du moins une prise de conscience au sein de la magistrature, je veux dire comme ça, de façon globale. Vous avez certains parquetiers. En vertu de l'article 11, il n'y a que les parquetiers qui sont concernés. On est bien d'accord. On ne peut pas, un magistrat du siège ne peut pas s'arroger le droit de communiquer. Bon. Donc on est dans la légalité. Au sein d'une cour d'appel, vous avez les parquetiers qui se forment afin de devenir référents communication de leur parquet. Et in fine, finalement, rien ne se produit ainsi. Donc, encore une fois, il y a des petites avancées, on essaye effectivement de rentrer en contact avec les journalistes. Moi par exemple j'ai très bon contact avec les journalistes puisque j'ai fait un stage à l'école supérieure de journalisme, donc je me sentais très proche finalement de la logique des journalistes. Et les journalistes finalement se sont aussi bien intégrés à notre logique de parquetier et tout s'est bien passé. Mais au moment T, quand il s'est agi de faire une intervention pour tel ou tel dossier, dégringolade, la hiérarchie prend la main et on ne sait plus. C'est tout l'intérêt du... Ouais, très bien. Moi je trouve que c'est bien de l'acter si vous voulez. Après on est toujours dans le symbolisme, on est dans le symbole. Non là ce ne serait pas un symbole, c'est un contrat. Oui non, l'achat. Voilà, l'achat. C'est un contrat entre les institutions. Oui, j'entends bien, mais c'est un contrat moral aussi, on est dans le contrat moral. Si on ne prévoit pas de sanctions, ça n'est qu'un contrat moral, mais on peut réfléchir aux sanctions. Mais on peut très bien aussi être que dans le contrat moral. Le tout, c'est que chaque partie qui va assister, qui va signer la charte, s'engage réellement. On est bien d'accord. Mais vous savez qu'on exerce aussi un métier où à un certain niveau de responsabilité, l'image morale qu'on renvoie d'une parole donnée et respectée, c'est important en termes d'affichage. Oui, donc nul doute que certains procureurs, et peut-être celui que vous évoquez qui a repris la main et qui a mal communiqué, peut-être que s'il avait pris préalablement un engagement moral avec tous les autres acteurs du procès de conduire telle parole à tel moment dans telle direction, il s'y serait sans doute tenu. Probablement. Mais là où je voulais continuer ma réflexion, c'est que tout à l'heure on parlait des avocats. On peut parler aussi des enquêteurs, puisqu'on sait que la violation du secret d'enquête, principalement, émane, on va mettre de côté donc, les avocats, principalement des enquêteurs. Souvent, enfin nous, au parquet, on constate souvent quand même que les fuites... Très honnêtement, pour avoir exercé longtemps, et y compris sur les gros dossiers, c'est très partagé. Bon. C'est parce que je voulais ensuite discuter de la problématique des avocats, justement par rapport à l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu, c'est la même réflexion que pour le citoyen lambda, compte tenu de la suspicion qu'on a sur le dos en tant que parquetier, est-ce que vous pensez, même avec une charte, que l'ensemble des barreaux, donc l'ensemble des avocats pris individuellement, vont s'engager à ne pas aller au-delà de la communication qui est prévue par la charte? C'est dans la... Vous voyez, c'est ça ma question. On est de nouveau sur la problématique de personne. Non mais c'est vrai. Je pense que si, par exemple, il y avait une vraie... Pardon. Je suis tout à fait d'accord, j'y pensais, je me disais comment imaginer des sanctions. En réalité, si ça passe dans le règlement intérieur des avocats, et que le CNB valide cette proposition, qui serait saine pour tout le monde, je ne vois pas pourquoi ça pourrait s'appliquer.
Il faut que tout le monde ait envie, ça c'est sûr. Hein. Il y aura des résistances, mais de toute façon, il n'y a pas de bon projet sans résistance. Moi j'ai une petite question. On pense aux journalistes, on pense aux magistrats, on pense aux enquêteurs, on pense aux avocats. Mais victimes, vous les mettez où dans tout ça? Le respect de la victime et de l'image de la victime. On part du principe qu'ici la victime est sans doute représentée par un avocat en qualité de partie civile et que cet avocat qui est son mandataire va porter ses intérêts. Donc évidemment, quand je disais les avocats de toutes les parties à la procédure, ça inclut évidemment en premier lieu les victimes. Alors je précise, c'est ce que les victimes vont lire dans la presse notamment, qui est destructeur bien souvent, qui peut être déformé en fonction de la qualité du journaliste. Et ça, je sais que c'est des travaux qui sont menés en parallèle, où vraiment l'image de la victime, elle n'est pas respectée. Et est-ce que du coup, dans les propositions de l'association, il y a quelque chose de prévu ou pas pour ça? Oui, il y a des choses, hein, il me semble, qui veut répondre, Caroline? Justement, moi en tout cas, j'imaginais que plutôt de donner toujours la parole au procureur, donc au parquet, donner un peu plus la parole aux victimes. Alors après, est-ce qu'on peut le mettre dans la charte de communication C'est toujours pareil. En fait, on revient à ce pacte qu'ont décrit Caroline, Laurent et Jérôme. C'est définir ce qu'on peut dire qui ne veut pas être attentatoire aux intérêts d'une procédure, aux intérêts de la défense et aux intérêts de la victime. Et Caroline parlait de la façon de le dire également. Quels sont les mots, le sens des mots, la force des mots. Tout ça, ça doit être effectivement discuté, pesé, d'où un pôle de communication pluridisciplinaire avec des journalistes, des avocats, des magistrats, des greffiers, et voilà, quelque chose qui soit référencé et qui fasse que quand l'information est diffusée dans les médias, c'est une information qui est saine. Parce que ce qu'on oublie parfois, et je vous donne la parole, je vous ai vu, ce qu'on oublie parfois, c'est que nous, journalistes, on a aussi une hiérarchie au-dessus de nous qui va nous demander d'aller chercher des informations. Et si vous, en tant que citoyenne, vous voyez la mort du petit Émile, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé, vous avez besoin de comprendre. Si on ne communique pas, si on ne dit rien, on va nous dire on nous cache des choses. Donc c'est très compliqué et c'est très subtil et la frontière elle n'est pas toujours évidente. Donc voilà, on est en permanence à essayer de trouver le bon équilibre pour que les gens aient leur information justifiée, vérifiée, qu'on ne tombe pas dans la fake news ou la rumeur parce qu'il y en a beaucoup. Et faire en sorte aussi que les gens ne prennent pas la rumeur pour une information. D'où l'intérêt de travailler vraiment de concert avec les différentes parties prenantes pour que ce qui sort et ce qui sort à peu près partout soit estampillé comme fiable à 100%, parce que vérifié. Et puis, je vais donner aussi un exemple quand il y a eu les prisons qui ont été attaquées pendant plusieurs nuits, etc. Moi, je suis à Toulon. Donc, prison de Toulon, bombardée de balles à la Kalachnikov. Je vais à la prison, j'interroge donc ceux qui avaient le droit de parler, les agents pénitentiaires. On me dit, le ministre Gérald Darmanin arrive, on l'attend tous pendant 3 heures, il nous parle 2 minutes. Et après donc il y a eu une enquête. Il nous dit dans nos micros, dans nos papiers, que ce sont des narcotrafiquants. Il y a une enquête. Vous savez où elle en est, vous, l'enquête? Donc nous, en fait, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des interpellations, mais on ne sait pas qui. Et on a l'impression d'être un peu instrumentalisé par le politique aussi, parce qu'il va venir, donc on va tous être là pour le faire parler, pour essayer d'en savoir plus. Mais après, on ne sait plus. Oui, alors il y a 2 questions. J'irai super vite. Je pense que Caroline, vous avez commencé par parler d'une charte avec les journalistes. C'était ça, on est d'accord. J'ai une question naïve. On parle d'information,
il y a bien du journalisme d'opinion. C'est ça dont on parle. On n'empêchera jamais, enfin, je vais citer CNews, de dire ce qu'il veut. Enfin, je ne vois pas comment vous allez, je suis d'accord sur le principe, hein, mais comment vous allez les empêcher? Ou c'est obligatoire? Empêcher, on ne peut pas empêcher la liberté d'opinion. Empêcher, on n'empêchera pas, mais on peut aussi révéler qui est signataire de la charte et qui ne l'est pas. Et aussi à l'usager de l'information de choisir son réseau d'information. S'il a envie de choisir quelqu'un qui n'a pas signé la charte et donc qui ne s'est pas engagé à dire une vérité précise à un moment donné, s'il préfère continuer à consulter des réseaux sociaux qui ne font pas de l'information mais de l'opinion ou du média, libre à eux évidemment. Mais ils ont là au moins l'assurance de savoir qu'ils bénéficient à un moment donné, dans un cadre donné, d'une information qui est objective et fiable. On n'empêchera jamais les personnes d'aller chercher une information qui serait ni objective ni fiable. C'est le choix de chacun. L'information, c'est l'information. Et on oublie ce qu'est la définition de l'information. L'opinion, c'est autre chose. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait la part des choses. Donc ça n'empêchera pas les gens d'aller chercher ce qu'ils veulent. Mais là, vous nous parlez des réseaux sociaux qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et on va y venir, mais je crois que vous aviez une question. Oui, bonjour. C'est par rapport à la responsabilité. En fait, s'engager, mais sans conséquence, sans responsabilité, ça ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut avoir ce sentiment, je suis une citoyenne lambda, et on peut avoir ce sentiment par moment qu'il n'y a pas de responsabilité. On se trompe, il n'y a pas de conséquences. Au niveau de la magistrature, même au niveau des avocats, peu importe, l'erreur est humaine, mais il n'y a pas de conséquences. C'est comme si finalement il y avait certaines personnes qui avaient le droit de se tromper et pas d'autres. Et c'est ça qui peut être gênant. Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec le principe de charte d'un engagement, mais il faut une responsabilité. Il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience ne peut exister que s'il y a des conséquences. Dire moi je signe toutes les chartes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si ça n'engage que... Là, on est en dehors du cadre de la vérité de l'information donnée, j'imagine. Je rebondissais par rapport à la charte, la mise en place de la charte. Justement, une forme de code d'honneur, quoi, une éthique, une morale, etc. Oui. Mais il faut quand même une conséquence si ce n'est pas respecté à un moment donné. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les sanctions. C'est pour ça que c'est important de. Je rebondis sur le fait que c'est important de. Maître Carcenti l'évoquait il y a un instant, à partir du moment où vous faites instaurer cette obligation de respecter la charte de communication judiciaire du barreau auquel vous êtes attaché, on imagine évidemment que le barreau est en mesure, procéduralement, disciplinairement, de prévoir des sanctions disciplinaires si un des avocats qui est signataire de cette charte n'en a pas respecté le contenu. Alors c'est le mot responsable. À un moment donné, ça manque énormément d'un... Non mais quand on parle d'une sanction, oui. La sanction c'est la conséquence d'une responsabilité. Je suis d'accord, mais en fait de dire on est responsable de consciemment, inconsciemment, ça a un impact sur nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas très bien. Il y a le mot qui est important. Le mot responsable. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes choix, je suis responsable de ce que je décide, etc. C'est important de le dire. Vous êtes responsable. Mais à partir du moment où on signe cette charte, je suis d'accord. Tous les signataires en sont nécessairement responsables. Ne pas le dire, ça manque. C'est ce que je veux dire par là. Donc, en tout cas, pour ceux qui signent, eux, ils savent à quoi ils s'engagent. Donc vous souhaitez que ce soit pris en compte, cette notion de responsabilité, effectivement, dans la rédaction de la proposition de charte. Ceux qui s'engagent dans cette charte sont responsables des propos qu'ils vont diffuser ou des propos qu'ils vont partager. D'accord. C'est très clair. Vous gardez le micro, Laurent ? Bah oui, parce que effectivement, et je pense que vous allez réagir, on va ouvrir le troisième volet avec des propositions. Alors il y avait la 15, la 17 et la 20, pour ne pas les citer, vous les connaissez par cœur évidemment, concernant les réseaux sociaux, parce que si l'information est dévoyée, j'ai envie de dire, vous parliez de responsabilité, voilà, peut-être qu'il y a aussi une responsabilité de ce temps qui va de plus en plus vite et qui va de plus en plus vite, notamment sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit qu'il y a des informations qui sont diffusées en ligne qui ne sont pas des informations. Et dans des affaires judiciaires comme celle qu'on vient de citer, le petit Émile, mais il y en aurait bien d'autres, ça peut avoir des préjudices extrêmement graves. Qu'est-ce qu'on peut faire, Laurent, pour
pour essayer d'encadrer les choses? Je sais que ce n'est pas votre sujet de prédilection. Non, mais... C'est un exercice difficile qu'on vous a demandé. Non, pas du tout. Non, alors qu'est-ce qu'on peut essayer de faire de différent? Parce qu'en réalité, il y a des choses qui existent au niveau européen, au niveau français. Il y a des textes européens, mais les difficultés, vous le comprenez bien, sur les réseaux sociaux, et on est obligé d'en parler des réseaux sociaux, parce que, évidemment, l'information judiciaire et le populisme judiciaire, aujourd'hui, son visage contemporain et moderne, c'est bien celui des réseaux sociaux. La problématique principale est plus celle du traitement de l'information par les journalistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on l'a vu, mais le problème principal, c'est ce qu'on fait passer pour de l'information sur les réseaux sociaux en disant que ça en est. Et donc, quelles conséquences on doit tirer à ça? Alors, on a effectivement un mécanisme européen, et qui ne peut être qu'européen, parce que vous avez bien compris que chacun des États d'Europe applique un peu la législation qu'il souhaite. Chacun a des organismes, des autorités administratives indépendantes qui sont en charge de faire sanctionner tout ce qui se déroule mal sur les réseaux sociaux. Chez nous, c'est l'ARCOM. Ailleurs, il y a autre chose. Et ce qu'on constate quand même, c'est que d'abord, la législation en la matière pour sanctionner l'usage mal intentionné, ou en tout cas mal adapté des réseaux sociaux, ça passe que par la sanction. Et ça passe pas par la sanction à proprement parler de l'acteur, mais du fait qui a été commis. Et donc c'est relativement inefficace, parce que quand une information, ou ce qu'on fait passer pour une information plutôt, est malveillant, le principal objectif qu'on devrait avoir, c'est de faire retirer les propos qui sont problématiques, pour cesser de nuire à ceux qui font l'objet de... Non, mais c'est sûr, mais c'est pour ça... C'est pour ça qu'on a axé nos propositions... C'est pour ça qu'on a axé nos propositions sur de la régulation. Parce que la sanction aujourd'hui, on en a quelques exemples en France, elle est assez inefficace. Je prends un exemple très récent. En avril dernier, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la sanction de l'utilisation de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que le gouvernement a interdit l'utilisation de TikTok pendant les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, un certain nombre d'associations qui défendent la liberté d'expression, ou en tout cas l'usage libre des réseaux sociaux, la Quadrature du Net par exemple, ont saisi les juridictions en disant « mais attention, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est pas possible ». Et le Conseil d'État a répondu « alors c'est pas que c'est pas possible, mais moi je vais vous dire, il y a un certain nombre de conditions à mettre en œuvre pour interdire, ou en tout cas pour empêcher, l'utilisation d'un réseau social dans une circonstance précise, pour mettre fin par exemple, comme là, à des émeutes gravissimes ». Et donc le Conseil d'État nous dit, pour pouvoir interdire TikTok, donc là vous avez bien compris qu'il a censuré l'interdiction de TikTok, hein. Et donc le Conseil d'État nous dit, pour interdire TikTok, il faut des circonstances particulièrement graves pour l'ordre public. Il faut que à cette interdiction ou cette fermeture temporaire du réseau social, ou à son interdiction d'utilisation sur le territoire donné, il faut qu'il n'y ait absolument aucune autre alternative possible pour apaiser les choses. Et quand bien même on mettra en place cette fermeture, il faut qu'elle soit proportionnelle, donc exactement circonscrite au temps nécessaire, c'est-à-dire pas plus, pas moins. Donc autant dire des circonstances, des conditions absolument drastiques à remplir, et qu'on remplira quasiment jamais. Donc là, on voit que, effectivement, même réguler l'utilisation du réseau social à un moment donné sur un territoire, c'est quasiment impossible, c'est très très difficile. Et en plus, on était dans une situation où, je le dis parce que il se trouvait que c'était la Nouvelle-Calédonie, et comme la Nouvelle-Calédonie, elle a on va dire, un régime politique un peu autonome, elle a des aménagements politiques, eh bien il se trouve que le seul texte européen, parce que l'Union européenne s'est dotée d'un règlement des services numériques qui s'appelle la Digital Society Act, cet acte-là, eh bien, il ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie. Et donc on ne pouvait pas mettre en place ces régimes de responsabilité. Donc, à travers cet exemple, ce que je veux vous montrer, c'est que la question de la sanction est quasiment impossible. Et donc, il faut qu'on en revienne à un système où l'information judiciaire, alors je parle de l'information judiciaire, mais ça devrait être vrai pour tous les sujets, mais celui qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'information judiciaire, que l'information judiciaire telle qu'elle est prétendument véhiculée sur les réseaux sociaux soit quelque chose qui relève d'une régulation préalable. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, à mon sens, là encore,
à des autorités publiques indépendantes, avec des budgets autonomes, qui puissent peser face à des grands groupes, des plateformes on a fait mondiales. la proposition déjà. Ah, bah, alors, Le 3 juin à l'Assemblée, devant tout le monde, Ah, bah, on attend. eh bien, on va continuer à se tenir informés de nos résultats respectifs. Il y a des idées qui convergent. Voilà, tout à fait. Et donc, évidemment, c'est absolument là-dessus qu'il faut cibler. Et après, bah, évidemment, il y avait une de ces propositions. Alors, il y a trois. Je vous les redonne, les propositions qui concernent effectivement, hein, si vous le voulez bien. Il n'y en a pas beaucoup, donc je peux me permettre de les relister. Rendre accessibles les critères des algorithmes pour éviter la surreprésentation de contenus polémiques. Ça, c'est un vrai sujet. Mettre en place un système de résolution des conflits entre citoyens et plateformes. Interdire certains réseaux sociaux sur le territoire européen en cas de non-respect des règles. Éduquer aux médias et au numérique dès l'école. Vraie problématique aussi. Réfléchir à un permis d'utilisation des réseaux sociaux pour responsabiliser les utilisateurs. Et enfin, et ça vous intéresse directement, spécialiser les magistrats à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et à la régulation des réseaux sociaux. Alors, il s'avère que sur l'ensemble de ces propositions, il y en a 3 principales qui ont fait l'objet d'un vote un peu plus important, qui se sont démarquées. La 15, la 17 et la 20. Voilà, en fait, il y a la régulation comment interdire des réseaux sociaux à un moment donné face à un événement particulier. J'ai évoqué la Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est un vrai problème. Le deuxième, c'était pouvoir contrôler que les citoyens puissent avoir accès aux critères qui permettent de déterminer l'algorithme pour pouvoir eux-mêmes jouer un rôle dans la programmation et dans la réception de l'information qu'ils vont recevoir, et qu'ils ne soient ainsi pas abreuvés de fake, ce genre de choses. Donc ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est sans doute le volet sur lequel il est le plus compliqué d'agir, parce que d'abord, sur la question de l'algorithme, ça relève de la propriété intellectuelle. On n'a encore jamais réussi à s'entendre sur un régime unique de propriété intellectuelle en Europe. Et en la matière, la plupart des algorithmes sont déterminés en dehors de l'Europe, sur le continent américain notamment, et donc ce sont des textes américains qui, en la matière, s'appliquent chez nous. Donc autant vous dire qu'on n'a quasiment aucune prise là-dessus face à ces géants du numérique. Donc il faut sans doute se focaliser sur un peu notre action commune, finalement, que j'apprends à l'instant, qui consiste à essayer de réguler ou d'interdire les réseaux sociaux à un moment donné, au-delà de la sanction, arriver à les réguler en amont en fonction d'un événement préoccupant. Et puis, ce qui est sans doute le plus simple, et c'était la 3e proposition qui emportait un peu d'adhésion aussi, cette 3e proposition, c'était tenter de spécialiser un peu les magistrats sur cette communication numérique et sur la sanction éventuellement consécutive. Avec l'idée que pour le coup, c'est pas très compliqué, parce que les infractions numériques, elles relèvent de la liberté de la presse. On a une juridiction en France qui est plus, on va dire, concentrée. En l'occurrence, c'est la 17e chambre correctionnelle de Paris qui gère ces questions-là. Et donc, évidemment, ça ne reviendrait pas forcément à devoir spécialiser tous les magistrats dans tous les tribunaux judiciaires français. Il suffirait sans doute de prévoir au sein de cette chambre correctionnelle une partie de magistrats qui seraient formés à la presse écrite ou traditionnelle, et puis d'autres qui seraient plutôt sensibilisés aux enjeux du numérique, et surtout à cette législation extra-française qui serait européenne, voire mondiale. Voilà. Je crois qu'on a des premières questions ou réactions. C'est une question, vraiment c'est une question. Est-ce que vous avez été amené à rencontrer des membres de la CNIL pour aborder ce sujet? Commission nationale informatique. Je pense que c'est très important. Oui, oui. Parce que c'est vraiment un sujet... On en convient, oui, mais on n'arrive pas... Qui ne touche pas uniquement oui. à la justice, hein, c'est un sujet plus global. Hein. Et je sais qu'il y a quand même des interventions de la CNIL, Haute Autorité de lutte contre la discrimination, qui est voisine du défenseur des droits, pour votre information. Donc il y a quand même un esprit un peu identique à celui du défenseur des droits. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demandais si vous avez interpellé, je crois que c'est une présidente maintenant, la présidente de la CNIL, mais travailler peut-être avec elle, hein, il suffit simplement peut-être, voilà. Mais juridiquement, par contre, je pense que ça va être compliqué. Ça l'est. Objectivement, mais plus c'est compliqué, plus c'est mais bon, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis très contente d'être ici, parce que bon, c'est une bouffée d'oxygène. Hein. En tout cas, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Pour les 3 propositions, d'ailleurs, les autres. Mais
Mais bon courage. Merci. D'ailleurs, je précise que vous pouvez, c'est ça, on peut rejoindre. et puis vous pouvez aussi continuer à voter sur les propositions. Ça, c'est important. Oui, Benjamin va venir nous donner toutes les modalités à suivre si on veut agir. Et puis, mais je crois qu'on a d'abord deux questions. Et après, je suis obligé de poser ma question. Hier, il y avait un atelier ici sur l'information. On est tombé dans les mêmes débats, évidemment. Je remonte juste un truc, ce qu'on vous dit. Et bien, l'autre option qui avait été proposée, c'est de créer un réseau social européen avec nos règles et nos valeurs. Bon, je ne pas dit que c'est facile à dire, mais... Je remonte. Je fais... C'est une idée, oui, c'est une idée. Je fais remonter. On n'aura pas le problème des US. On va quand même se présenter juste pour comprendre pourquoi on parle des réseaux sociaux. Donc nous sommes une association qui s'appelle l'Association de défense des libertés au cœur de l'invisible et donc nous luttons contre les dérives sectaires et les manipulations et également tout ce qui est corruption. Donc on est exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc ça depuis 1 an et demi. On est une des seules associations qui réussit à aller face à tous les gourous, à toute la corruption, etc. Donc c'est très particulier. On a effectivement donné un rapport le 3 juin au sein de l'Assemblée. Le 20 juin, nous sommes conviés au Parlement européen justement aussi pour en parler. Et effectivement, le réseau TikTok, puisqu'on est beaucoup sur TikTok, c'est un monde à part et ils ont créé en fait leur monde. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que eux aussi sont la société. Mais quand ils sont au sein de TikTok, ils oublient tout ce qui se passe autour. Et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et dès qu'ils sortent de là, donc nous, l'association, on s'est mis comme mission d'être la passerelle, entre guillemets, pour la réalité. Hein, parce que c'est pas évident, donc vous imaginez bien que juridiquement, on n'a pas des gentils en face, et je pense que les procès, on en aura beaucoup. Mais ce n'est pas grave, on va continuer ce combat. En fait, moi, ma question, c'est comment, aujourd'hui, juridiquement, on peut jouer sur ces réseaux-là. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de médiation par rapport à ça, les influenceurs qui sont là en commission, oui, etc. Ils jouent toujours effectivement sur les lois européennes, mais la problématique, les victimes, elles sont en France. Aujourd'hui, par exemple, pour ça, l'association, on suit 230 victimes au quotidien, qui sont victimes des réseaux sociaux, mais ils sont victimes sur la réalité. Donc la problématique, c'est que c'est le fait que ce soit des lois européennes qui protègent finalement ceux qui sévissent sur... Et c'est très 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 compliqué, même pour les avocats. Aujourd'hui, on travaille avec des avocats, etc. On est obligé d'aller par affaire, escroquerie, etc., etc., etc. Enfin, ça prend 10 ans et il faut une globalisation. On a aussi une proposition avec d'autres associations et d'autres organismes, des propositions de loi qu'on a déposées. Hein, on va voir d'ici 10 ans peut-être qu'on les aura les réponses. Justement, et en fait on est exactement sur le régime de la mafia. Les sectes se géraient un peu comme la mafia. Et sur les réseaux sociaux, ils sont très très omniprésents et ça a un impact sur le réel et ça on l'oublie. On l'oublie. Et je pense que même juridiquement, on l'oublie tous les jours. Non, on ne l'oublie pas, mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, la difficulté, c'est que même quand les infractions sont constituées, puisque ces dérives-là, en fait, il faut pas actionner le volet mauvaise utilisation du réseau social, il faut actionner le volet de la responsabilité pénale sur l'infraction et les conséquences de l'infraction commise sur les réseaux sociaux. L'abus de vulnérabilité, par exemple, de la part des gourous qui utilisent les réseaux sociaux pour ça. Après, comme vous le dites, la difficulté, c'est l'aspect transnational. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils sont à l'autre bout de la planète, l'infraction, elle peut être matérialisable en France. Si vous n'avez pas la possibilité de le poursuivre sur un autre continent, effectivement, là, c'est presque insoluble, malheureusement. Et le temps, entre le moment où il y a eu le fait, qui peut être délétère, qui peut être vraiment préjudiciable, la prise en compte et l'action, il y a vraiment des dépendants et en attendant, ça continue. Bien sûr, bien sûr. C'est bien parce qu'on vous dit que l'objectif essentiel, c'est de faire supprimer ce qui s'y passe plutôt que de le sanctionner, qu'il faut mettre la focale sur les outils de régulation aujourd'hui.
Il faut tout mettre là-dessus, mais c'est pas simple. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens, il n'y a peut-être pas toujours la volonté non plus. Après, ça suppose des échanges diplomatiques, on n'est pas forcément prêt. Ça reste nouveau, relativement. Oui, ça reste nouveau. On n'a pas encore suffisamment de recul, je pense. Le Digital Society Act que j'évoquais tout à l'heure, il est d'octobre 2022, il est applicable depuis le mois de février 2024. Donc quand bien même il serait efficace, on n'a pas encore eu le temps d'en avoir vraiment la démonstration. Je vous propose qu'on se tourne vers Benjamin Cabagno, avocat au barreau de Paris, membre de l'association Amour de la justice. Benjamin, avec vous, on va regarder de plus près les propositions, essayer d'en faire la synthèse et puis surtout de voir leurs forces et leurs faiblesses et peut-être leur faisabilité. Parler du réel, on va les confronter au réel. Merci. Bonjour à tous. Oui, alors moi j'ai un travail un peu difficile, c'est celui d'essayer de conclure avec une forme de synthèse de tout ce qui a été vu depuis de janvier 2025 à Nice, 26 résolutions, toutes portées au vote entre guillemets du citoyen. Une réflexion qui a mûri entre différents professionnels du droit pendant près de maintenant 5 mois, et puis cette discussion aujourd'hui qui était assez intéressante, je dois dire, malgré le peu de personnes, ça a mieux fini que ça a démarré. Donc qu'est-ce qui se dégage en fait à travers ces discussions et ces réflexions, c'est qu'aujourd'hui on a tenté, et ça se confirme aujourd'hui, de dégager 3 grands critères qui permettent de prioriser et presque de crédibiliser ces résolutions. Le premier critère, c'est l'urgence. Donc je pense qu'on comprend bien de quoi on parle. J'y reviendrai sur les 3 grandes propositions. Le deuxième critère, c'est l'impact que ça peut avoir, impact social, impact démocratique. Je vous regarde directement. Voire impact environnemental, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dans les réseaux sociaux, ça peut également avoir un sujet à ce niveau. Et le troisième et dernier critère, c'est la faisabilité, qui naturellement soulève, on l'a bien compris, un certain nombre de questions, notamment la question de la sanction, la question du vote, la question de la place du politique pour aboutir à une proposition de loi. Donc c'est ces 3 critères qui nous ont permis finalement de sortir à travers ces 26 résolutions. Déjà on en a sorti une dizaine, tout simplement. Donc c'est le critère de l'urgence qui l'a emporté. C'est quoi le critère de l'urgence? C'est le vote du public. Aussi votre ressentiment aujourd'hui. L'urgence c'est quoi? C'est les 11 résolutions qui ont emporté le plus de votes. Et parmi les 11 résolutions qui ont emporté le plus de votes, il faut le savoir, il y a 2 grosses thématiques, c'est pas nous qui les avons mis en avant, c'est vraiment 2 grosses thématiques. La première c'est l'indépendance de la justice. 6 résolutions sur 11 qui emportent entre guillemets le vote des citoyens. Et le deuxième bloc, c'est la thématique de la communication judiciaire avec laquelle j'engloberai du coup aussi la désinformation judiciaire, le populisme judiciaire à travers les réseaux sociaux, pour essayer de synthétiser. Si on commence par l'indépendance, on l'a bien compris, et l'urgence, et c'est là que je pense qu'on a aujourd'hui quelque chose qui se dégage assez nettement, c'est que l'on a une urgence qui est a priori reconnue par le citoyen, et on l'a vu, madame, je veux dire madame, pour moi c'est monsieur, aujourd'hui on est dans nos fonctions de citoyen, on a cette urgence à mon avis à crédibiliser, j'ai entendu, crédibiliser la justice, crédibiliser les juges, restaurer la confiance. On a d'ailleurs des mots que je n'ai pas entendus, mais ça revient un peu à ce qu'on a écouté ce matin, c'est cette crise de confiance de manière générale, crise de la justice, je pense que c'est des mots qu'on entend à tour de bras, et je pense qu'en effet l'urgence aujourd'hui c'est de redonner un tout petit peu confiance en la justice, et c'est je pense une des priorités absolues. Et c'est vrai que il y a différentes propositions qui ont été proposées pour essayer de redonner cette confiance, et cette idée de créer a priori une autorité administrative indépendante et avec qui aurait entre guillemets sous sa tutelle un nouveau directeur de l'action publique qui serait directement rattaché à la représentation du peuple, à savoir le Parlement, et à mon avis un bon début de proposition si on se situe dans une volonté de commencer par le haut de la pyramide et ensuite naturellement en posant déjà la première pièce du puzzle, ensuite de pouvoir réfléchir sur l'ensemble des autres résolutions qui ont été discutées, comme on a entendu la problématique donc, de délocalisation de l'action publique sur les élus au niveau territorial, où on peut aller un peu plus loin, on en a parlé tout à l'heure, ça peut poser même des questions au-delà de la simple action pénale, on peut même. J'ai pas entendu la justice civile, mais la justice civile est aussi la justice du peuple, c'est aussi celle finalement où les citoyens sont le plus confrontés. On a aussi des problématiques de compétences lorsque on a des justiciables qui ont affaire aux tribunaux de commerce,
qui se retrouvent généralement avec des juridictions qui sont des juridictions proches des sociétés qui elles-mêmes sont directement rattachées à cette juridiction. On a la même problématique avec le CPH, donc on sait qu'on a aussi cette problématique de toute façon d'indépendance à tous les niveaux. Donc cette première résolution, elle a un impact social, c'est la résolution numéro 6, et démocratique évident. Elle répond donc à cette, pour résumer en fait, elle répond, je pense, à cette idée qu'il faut casser de fort avec les faibles, d'accord, et faible avec les forts. Donc peu importe. Donc c'est cette idée-là qu'il faut essayer de... Je pense que vous avez tous compris. Donc c'est cette idée qu'il faut réussir à casser en priorité, et c'est vraiment cet impact social évident. Et l'indépendance de la justice, la restauration de l'image des juges est une priorité. Ensuite, l'impact démocratique, on en a évidemment parlé, et on sait tous de quoi on parle, c'est tout simplement qu'on parle de l'état de droit, on parle de la garantie de l'état de droit, et qu'aujourd'hui, sans justice, il n'y a tout simplement pas de démocratie. Tout simplement. Donc il faut pouvoir définitivement séparer le politique, et je dis bien le politique, je ne dis pas l'exécutif, je dis le politique, c'est-à-dire toute cette notion de partisane, en fait, qu'on doit séparer aujourd'hui de la justice. J'ai entendu, évidemment, pour rentrer un peu plus dans le détail, une volonté d'indépendance fonctionnelle, on l'a dit, même le procureur vous en avez discuté, c'est évidemment la priorité. Séparer le parquet de l'autorité politique, j'insiste sur les mots, c'est la priorité. Elle est peut-être qu'une apparence, mais indispensable, il me semble. Et ensuite, on va parler plutôt d'indépendance pratique, factuelle et géographique, qui va être plutôt au niveau local, si je comprends bien. C'est vraiment les deux grandes idées aujourd'hui qui me semblent se dégager aujourd'hui d'un point de vue démocratique. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vais pas m'étendre sur l'ensemble des propositions parce qu'elles ont largement été débattues. L'autre point important, et peut-être que j'y passerai un petit peu plus de temps, c'est la partie communication. J'ai entendu beaucoup de choses, et pour moi les deux vont ensemble, parce que lorsqu'on parle de restaurer la confiance du justiciable envers la justice, pour moi en fait aujourd'hui je vois le débat, c'est l'information judiciaire, l'information, on a vu des instructions judiciaires, des enquêtes, mais pas seulement, ça n'a pas forcément été évoqué, mais je voulais juste qu'on en parle, c'est aussi l'information qui est donnée des décisions de justice qui sont rendues. On ne l'a pas évoqué, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est central. On a l'exemple récent de l'affaire Le Pen, je pense qu'on voit tous de quoi on parle. On a eu de la désinformation plus que de l'information. On a, je pense, tous subi, entre guillemets, une espèce de tribunal populaire, c'est ce qu'on dit, un tribunal populaire, littéralement, où on a, sans qu'aucun commentateur ou journaliste n'ait eu la décision entre les mains, tout le monde a pris parti, tout le monde a donné son avis, tout le monde a jugé cette affaire sans même en connaître les faits, la qualification et l'application de la sanction, tout simplement. Donc il y a aussi ça, c'est une information judiciaire. Et moi, ce que je pense être un bon résumé de la situation, c'est, j'ai cette image, si vous voulez, d'un terrain vague, en fait. C'est-à-dire que pour moi, la communication, c'est un terrain vague, c'est un terrain qui a été littéralement abandonné par la justice, même si j'ai entendu qu'il y avait des efforts qui étaient faits, qui restent très insuffisants. On a un terrain vague qui doit être aujourd'hui réhabilité. Et je crois que c'est à la justice aujourd'hui d'occuper ce terrain, vraiment de l'occuper, pour essayer de devenir ce contre-pouvoir. Il faut qu'il devienne contre-pouvoir médiatique. Donc je vais un peu plus loin, ça, j'ai bien entendu l'idée de la charte, mais il faut qu'avant tout, il devienne un véritable contre-pouvoir. Il faut que la réflexion, à mon avis, de cette charte et d'autres résolutions qui ont été ici évoquées à Nice, notamment le fait de créer ce pôle de communication dans une juridiction, le fait de peut-être déterminer une véritable autorité ou un juge spécialisé qui deviendrait réellement aujourd'hui le référent compétent et formé pour pouvoir justement apporter cette information. Il me semble que cette idée, c'est ça, c'est qu'on doit créer ce contre-pouvoir médiatique et le juge, les professionnels du droit, les avocats doivent, à mon avis, s'entendre autour de cette charte. Je poserai avant la question de la faisabilité, et c'est une véritable question. Ils doivent aujourd'hui occuper ce terrain judiciaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on en discute, mais la seule réalité c'est que ce terrain vague il a juste permis à devenir un terrain fertile au populisme. On a vu des mauvaises herbes pousser dans tous les sens, et on est là aujourd'hui à se demander comment faire pour essayer de le réguler. Donc il faut aujourd'hui que ce terrain soit occupé. Il me semble que c'est une priorité. On commence à le voir, on a vu les hauts magistrats, président de la Cour de cassation très récemment, procureur général, mais voilà, on a tous eu l'impression que c'est venu tardivement, un peu contraint et forcé.
Et je pense qu'on est vraiment dans l'exemple de ce qui ne va pas aujourd'hui. Et moi, je le vois, tout à l'heure, vous avez parlé, madame, d'information et de compétences. C'est une question de compétences, oui. Oui, ouais. Mais cette compétence, à mon avis, justement, c'est le rôle de la justice. C'est le rôle, à mon avis, des magistrats. Demain, c'est le rôle de ces pôles de communication d'informer systématiquement, d'accord, d'informer, d'être présent, d'occuper ce terrain médiatique. Ça, il me semble que c'est vraiment une notion importante et qui répond vraiment à cet impact social évident et cet impact démocratique. Et la charte, alors la charte, en effet, est une idée intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que peut-être, contrairement à d'autres résolutions, elle est assez facile à mettre en place. On parlait de faisabilité, alors peut-être que c'est peut-être utopique, hein, mais bon, on est tous un peu utopiques, j'ai l'impression. C'est qu'elle ne nécessite pas forcément de projet de loi. C'est quelque chose qui finalement ne se fonde que sur une bonne entente, la volonté, entre guillemets, des professionnels du droit, des avocats, des greffiers, des magistrats, du parquet, des journalistes, de se regrouper, de réfléchir à une charte et d'essayer de l'appliquer. La question de la faisabilité pose aussi la question de la sanction, bien entendu. On a parlé du CNBF pour les avocats, on aurait pu parler de l'ARCOM aussi, on n'en a pas parlé, mais il me semble que c'est une question qui me paraît être évidente aujourd'hui, le rôle de l'ARCOM. Quel rôle pourrait jouer l'ARCOM dans l'application de cette charte, de ces sanctions? Donc il me semble que c'est quelque chose qui est assez facile, entre guillemets, à mettre en œuvre, à condition que chacun y mette un peu de bonne volonté. Et ça sera naturellement le début de quelque chose. On a bien conscience, il faut bien lancer quelque chose, il faut lancer un mouvement, il faut donner l'idée, et naturellement derrière, cette idée permettra de mûrir et de peut-être d'apporter d'autres propositions. Donc c'est une proposition qui nous paraît répondre à cette urgence médiatique, d'occuper ce terrain judiciaire, de ce terrain médiatique, qui répond évidemment à cet impact social démocratique, puisqu'on voit que la justice souffre littéralement de cette crise de confiance de par cette absence d'information en temps donné et en temps réel. Et on voit qu'il y a naturellement un comportement, on va dire, des acteurs qui ne fonctionne pas. Donc la charte répond à cette problématique. Donc pour moi, je pense que c'est l'essence même de cette proposition, et c'est comme ça qu'il faudrait, à mon sens, la présenter pour ensuite la travailler. Le dernier point, c'est la résolution, les résolutions 15, 17 et 20, je crois, de souvenir sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que moi je suis moins formé aux réseaux sociaux comme les magistrats, donc je vais devoir aussi me former. On en parle au CNB aussi, si les avocats peuvent avoir une formation à ce niveau-là. Mais on voit bien que là, pour le coup, on a une urgence. D'ailleurs, ça ressort des résolutions, parce que les réseaux sociaux sortent parmi 7 et 9e résolutions sur 26 au niveau des votes. Donc il y a cette prise de conscience du justiciable qui vient rencontrer la volonté partielle des praticiens du droit. Et c'est la vraie difficulté, si j'entends bien, c'est la faisabilité. Donc là, on a compris qu'on était un peu suspendu à une entente européenne, voire au-delà. Donc c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Donc on en est venu à se dire que finalement, la meilleure chose serait de trouver un moyen donc soit de sanctionner, ou surtout de supprimer, ou d'interdire la régulation. Bon. J'ai bien entendu qu'une proposition de loi avait été déposée. Donc, si je résume, en fait, aujourd'hui, la meilleure proposition, ça serait donc d'une part de créer une autorité indépendante administrative, c'est ça, qui pourrait faire ce contre-pouvoir, et qui aurait le pouvoir de réguler, de sanctionner, et d'interdire, et d'élargir, ou à l'ARCOM éventuellement, oui, tout à fait. Ouais. Et de former les magistrats. Donc c'est vrai que la formation des magistrats peut paraître peut-être plus facile à mettre en œuvre, je ne sais pas, je m'adresse à vous. Mais bon, donc aujourd'hui j'ai l'impression que sur cette dernière, sur le dernier volet de résolution, on est un peu démunis. C'est un peu le sentiment qui s'est dégagé aujourd'hui. On a cette volonté donc de répondre à cette urgence, on a cette volonté de répondre à cette responsabilité sociale et un peu démocratique, puisque naturellement derrière tout ça c'est le populisme judiciaire qu'on combat. Et malgré tout, on a peu d'outils. Donc il va falloir se battre, à mon avis, il va falloir qu'on essaye naturellement de porter cette résolution et peut-être de passer par la création ou l'élargissement de compétences liées à une autorité administrative. C'est un peu ce qui se dégage aujourd'hui, qui peut-être a un peu évolué depuis nos premières réflexions au mois de janvier 2025. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup Benjamin.
vous avez face à vous les écrans avec un petit QR code qui vous permet de flasher. Je vous invite à le faire. Si vous souhaitez voter pour les résolutions justice, hein, c'est important que chacun... Ça tombe sur la culture, donc il faut repasser par le menu pour Alors, aller rechercher. Il faut cliquer sur Home, sinon on ne les trouve pas. Bon, donc vous cliquez. Merci, parce que évidemment je ne le fais pas, mais si je suppose que vous venez d'essayer de le faire, voilà. Donc, comme quoi, effectivement, il y a encore des évolutions à apporter, y compris dans nos propres réseaux sociaux. En tout cas, voilà, sachez que vous pouvez le faire et c'est important que vous le fassiez parce que les choses sont toutes un peu work in progress. Hein, tout ce qu'on vient de se dire peut encore être amendé, on peut aller plus loin et plus on sera nombreux à corriger les choses, à amener son regard, à amener sa vision, plus les choses vont être affinées. Et plus elles iront peut-être plus loin, tout simplement, parce que voilà, elles seront effectivement légitimes. Moi, je voudrais vous redonner la parole, peut-être Laurent et Jérôme, pour conclure, parce qu'on m'a demandé de conclure, mais j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'étais ravie de participer, parce qu'on a beaucoup travaillé au mois de janvier, on a fait on l'a pas dit, mais on s'est même mis en situation avec des journalistes à qui on a donné des faits divers pour voir comment ils réagissaient à chaud, pour voir s'ils allaient tomber dans le populisme ou pas, comment ils allaient faire circuler sur les réseaux sociaux. Enfin, on a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, donc ces propositions, elles sont formidables. Après, il nous reste maintenant à les faire vivre à l'extérieur de ce sommet citoyen. Merci Raphaël, puis merci à toutes et tous, merci à notre ancienne collègue. Alors, franchement, admiratif parce que ce que vous avez fait là, moi j'ai pensé à le faire plein de fois, parce que je me sens pas très bien dans l'institution. On est malmené dans les médias, on est malmené par nos hiérarchies, mais on a pris la tangente avec Laurent et on a pris le parti de dire si on reste, tant pis, on se bat pour faire changer les choses. Et on sait qu'on ne peut pas le faire qu'avec le corps des magistrats, parce que le corps de la magistrature, c'est quand même un corps qui reste conservateur, très feutré, très heureux, l'obligation de réserve, la carrière, donc il y a plein de choses. Mais le fait est, c'est qu'en partageant notre action avec les avocats, avec d'autres professionnels du droit, et en ayant le soutien des citoyens, ça donne quand même une force supplémentaire. Alors c'est vrai qu'on est dans le symbolisme et dans l'utopie, mais si déjà on est arrivé à, dans les médias, à voir un petit peu ce rayon lumineux symbolique qui arrive en disant il y a des magistrats qui pensent différemment, il y a des gens qui veulent changer la façon de pratiquer la démocratie en France. Alors il y a le collègue de démocratie ouverte, on va en parler de cette affaire de changer, d'essayer de faire en sorte que... c'est pas démocratie ouverte, c'est la coalition pour un renouveau démocratique. Pardon, ok. Mais ça, là pour le coup, moi je suis très intéressé. Bien entendu que la justice, on fait partie de tout cet éventail et qu'il faut réfléchir à ça. Mais à un moment donné, notre idée, vous voyez, en venant nous confronter avec vous, c'est que on n'a pas la science infuse. On a notre expérience, on vit de l'intérieur la justice et on veut vous l'extérioriser pour la faire partager, que vous ayez une autre image que celle qui est véhiculée par les médias. Mais on a besoin aussi de vous. Le magistrat, c'est le gardien du temple, mais la justice, elle appartient à tout le monde et elle appartient aux citoyens en premier lieu. D'où cette idée nous, qu'on porte avec Laurent, de se dire, nous, ça ne nous fait rien d'aller sur des plateaux, de parler. On fait attention parce qu'on a un devoir de réserve qu'on doit respecter. Mais ce qu'on porte là, le devoir de réserve, au départ, il est créé pour ne pas faire ombrage à l'institution judiciaire. Je pense qu'avec Laurent, le sacrifice qu'on fait sur le temps personnel depuis 4 ans, il est fait pour défendre l'institution judiciaire et la réformer. Et si on la réforme, ça ne veut pas dire qu'on veut y attenter ou y porter ombrage.